Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Média Sorare, c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces, ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Tony Laure, banquier de son état, qui est venu nous parler de son aventure Sorare et nous partager son point de vue de financier sur le développement de Sorare, le rapport au gambling et d'autres points très intéressants. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine, alias Sorare Austria, spécialiste du championnat autrichien et du digital marketing. Salut Antoine. Salut Mehdi, comment ça va? Bah écoute, très bien, surtout après, on est le lendemain de la super nouvelle avec Mbappé, ambassadeur Sorare, donc on a beaucoup de choses je pense à échanger aujourd'hui. En tout cas, je te remercie d'être présent aujourd'hui. Donc Antoine, alias Sorare Austria, personnage manager assez connu sur Twitter, sur les réseaux sociaux, parce que tu es l'un des seuls spécialistes du championnat autrichien, en tout cas dans le monde francophone. Et donc c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation, en tout cas ça fait plaisir. Je suis un grand fan de l'émission, j'écoute assez souvent, assez régulièrement, donc c'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, plaisir partagé. Pour nos auditeurs, Antoine, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, je suis originaire du sud de la France. Actuellement je travaille en Suisse dans le marketing digital, la communication, les réseaux sociaux d'un club professionnel de hockey sur glace sans le nommer. Initialement j'ai un parcours plutôt financier. Je travaillais chez KPMG en tant qu'auditeur financier. J'ai fait une année en Nouvelle-Calédonie et puis là j'ai complètement changé de branche et ça fait maintenant presque 2 ans que je suis en Suisse. Déjà une vie est bien remplie à 27 ans. Ouais, c'est ça. Et origine sud de la France, quelle ville? Montpellier, vraiment. Et supporter des Montpelliérains aussi? Bien sûr, quand moi j'étais 18 ans, c'est le titre de Montpellier, c'est Giroud, Cabella, Belhanda, Stambouli, donc un vrai plaisir d'avoir vécu ces belles années. Ouais, tout à fait. Et Cabella d'ailleurs qui est retourné qui a fait une petite pige là pour aller à Montpellier. Hein. Et là ils ont aspiré quelques Stéphanois, j'ai vu pendant le mercato. Ouais, ça et pas les moins bons, donc ça va renouveler un peu l'effectif. Je suis assez content. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, et donc tu me disais auditeur financier à la base. Donc tu as fait des études dans la finance. Ouais, c'est ça. J'ai fait un master en finance et puis j'ai toujours bien aimé avec les stages que j'ai pu faire en études l'audit financier. J'ai eu une belle opportunité pour partir voyager tout en ayant ma première expérience professionnelle et puis c'était super en Nouvelle-Calédonie. C'est un peu parti à la fin avec le Covid, tout ça. C'était pas un environnement très rassurant d'être aussi loin de sa famille. Donc j'ai préféré rentrer un peu plus rapidement que prévu, mais je regrette pas du tout cette expérience, c'était super. Et puis j'ai fait une petite transition parce que pour la faire courte, j'ai toujours développé des pages sur les réseaux sociaux, du community management, de l'aide. J'ai créé ma micro-entreprise quand j'étais encore en études. Ça me servait pour presque mon boulot d'étudiant. J'ai pas eu besoin de bosser, ça me payait un peu les petites dépenses, les petits kebabs en sortant de tout ça. Donc c'était génial. Et puis j'ai un peu professionnalisé la chose. J'ai quand même développé des grosses communautés. Je travaillais un peu plus dans le milieu de l'e-sport. Et puis quand je suis arrivé, j'avais envie, quand je suis rentré en France, j'avais encore envie, j'avais la bougeotte. Je voulais partir et découvrir un autre pays. Je suis pas allé très loin, je suis allé en Suisse et j'ai eu j'avais une opportunité en banque et puis j'ai eu cette opportunité là dans une agence et puis j'ai fait le choix de faire un peu ce qui me plaisait et je regrette pas non plus. Ça m'a permis de travailler dans un premier temps avec plusieurs clients dont ce club professionnel et puis là j'ai été embauché directement par ce club là au courant de l'année 2022, donc c'est vraiment génial. C'est un super parcours. Et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'en Nouvelle-Calédonie? Les Kanaks, je pensais pas les Maoris là-bas, c'est les Kanaks. Non, c'est les Kanaks, les populations locales. Initialement j'étais dans un cabinet à Montpellier et puis ma tutrice avait fait ce même parcours et m'avait dit si t'as l'opportunité de faire ça, c'est vraiment quelque chose de génial pour toi parce que tu profites vraiment, tu sors des études, t'as tout à découvrir, tu peux enfin voyager tout en découvrant ton métier, donc si t'as l'opportunité, fais-le. J'ai pas hésité, j'ai contacté les petits cabinets là-bas et puis j'ai eu de la chance, j'ai été embauché donc presque dans le plus gros qu'il y avait puisque KPMG on en avait déjà parlé je crois dans un de tes podcasts, mais c'est vraiment une énorme entreprise. Et puis découvrir le monde professionnel tout en étant à l'autre bout de la planète, en pouvant presque partir en vacances tous les week-ends en allant découvrir la Nouvelle-Calédonie, c'était génial quoi, c'était une super expérience. Tout à fait.
Et donc là, en Suisse, depuis 2 ans, donc Ouais, auditeur financier, puis finalement féru de communication. Exactement. Donc ta micro-entreprise touchait, t'étais community manager ou bien c'était plus diversifié au niveau des Non, c'était services que tu proposais? principalement du community management. J'avais créé des grosses pages sur Instagram avec des grosses communautés où c'est vrai que j'arrivais bien à professionnaliser ma vision en utilisant un peu ce background que j'avais eu en finance avec beaucoup de stats, beaucoup d'analyses et beaucoup de prévisions où j'arrivais à avoir un peu mes méthodes à moi qui ont bien marché. Donc j'ai créé des pages, j'avais des centaines de milliers de followers où j'ai jamais rien payé et tout ça. Donc j'avais une partie où j'étais en fait payé pour partager des publications, un peu mon côté influenceuse. Et puis à côté de ça, après je travaillais pour certaines structures e-sport, pour certaines entreprises et puis je les aidais dans leur développement. C'était aussi un peu du travail rédactionnel pour des articles, pour des sites de jeux vidéo. Puis c'était une super expérience, ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis j'avais des idées, j'avais des manières de faire et puis ça m'a vraiment permis de professionnaliser tout ça dans un milieu qui est complètement nouveau, l'e-sport où il y avait un peu tout à construire et c'est vraiment super et c'est ça qui m'a donné l'envie de changer, de me reconvertir un peu, de vraiment me concentrer à 100% sur ce secteur-là. Et t'as débarqué là dans ce club professionnel de hockey en Suisse, c'est eux qui t'ont démarché ou bien c'était plus toi qui a commencé à postuler, tu t'es dit un changement de carrière là maintenant ça serait pas mal? J'avais de base, donc j'étais embauché dans une agence, donc j'avais plusieurs opportunités dans la finance. Et puis je me suis dit, ça vaut quand même la peine d'aller chercher dans le domaine de la communication, du marketing, des réseaux sociaux. Donc de moi-même, j'ai envoyé des candidatures spontanées, j'ai vraiment charbonné tout ça. Et puis je me dis, c'est quand même cool de faire le côté agence parce que t'es pas cantonné dans un secteur. Donc j'ai eu la chance d'être embauché dans une toute jeune agence qui avait plusieurs mandats assez variés. Et puis notamment cette ébauche de mandats avec ce club professionnel qui au début était vraiment une activité comme les autres, il n'y avait pas forcément de priorité. Puis comme ils ont vu que je fonctionnais bien, j'allais bien avec la mentalité et que j'étais plutôt compétent, le mandat a évolué jusqu'à que ça représente presque 100% de mes activités. Et puis là, courant de l'année 2022, ils se sont dit c'est quand même dommage qu'on n'ait pas le contrôle sur cette personne qui a un rôle assez important dans notre club, puisque les clubs comme on les voit, c'est vrai qu'on imagine vraiment des énormes structures, mais au final ça fonctionne un peu comme une start-up. T'as pas non plus tant d'employés que ça, surtout dans la communication, le management, des choses comme ça. Donc ils ont dit c'est dommage qu'on n'ait pas la main sur cette personne qui gère un peu nos réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc ils m'ont proposé de les rejoindre directement. Et puis moi c'était vraiment ce qui me plaisait dans mes activités, donc j'ai tout de suite rejoint l'aventure. Et moi ce qui me plaît en t'ayant comme invité, c'est que tu pourras apporter évidemment ton expertise et ton avis sur le championnat autrichien, mais également ton point de vue où tu vas un peu mixer ton côté auditeur de tes premières années en tant qu'auditeur financier et également tes connaissances en digital marketing pour donner ton avis sur Sorare. Donc on en viendra plus tard. Et pour revenir justement à Sorare, comment est-ce que tu as connu ce jeu? Alors moi je pense que c'est à peu près le parcours que beaucoup de tes invités et beaucoup des utilisateurs de Sorare ont pu avoir. Moi j'étais initialement un fan de FIFA et du mode FIFA Ultimate Team. J'étais plus un joueur, j'adorais l'achat-revente, vraiment c'était une de mes grandes passions à un moment, je faisais pratiquement que ça. C'était vraiment quelque chose que j'adorais. Puis après j'ai eu la découverte aussi de Mon Petit Gazon, qui était aussi quelque chose que j'adorais faire entre amis, et puis même les formats des ligues ouvertes, des choses comme ça, j'ai eu une grande passion. Et puis moi je pense, si tu vas voir sur mon profil Sorare Data, je crois que je me suis inscrit début mars 2021. C'est en fait un ami qui m'a dit écoute, ça fait un moment qu'on joue plus à FIFA, mais il y a un truc qui ressemble un peu à ça, qui mélange Mon Petit Gazon, Fantasy League, le système d'achat-revente de FIFA Ultimate Team, ça pourrait te plaire. Donc je me suis inscrit, j'ai créé un compte, j'ai pas acheté de carte tout de suite, et puis j'ai essayé de comprendre le jeu avec les commons, tout ça, puis j'ai pas vraiment accroché. Je crois que je dois être le seul, mais j'ai pas attaché à l'interface. Tony de l'épisode précédent, même chose, il s'était inscrit, puis il a pas directement accroché, puis il est revenu un peu plus tard. Il y en a pas mal comme ça. Ouais, c'est ça, j'ai pas accroché l'interface, j'ai pas accroché au système. Je me suis dit, je comprends pas tout de suite forcément les règles, je me suis peut-être pas aussi impliqué à fond là-dedans. Puis ça tombait peut-être pas à un moment où j'avais le temps à mettre dans le jeu. Donc j'ai un peu laissé de côté, j'ai gardé un œil, j'ai vu la sortie des Limited, je me suis un peu réintéressé, et puis j'ai eu une petite vacance d'une semaine fin octobre, début novembre 2021, et puis je m'y suis remis à fond. J'ai lu un article de je sais plus où qui m'a intéressé, j'ai commencé à revoir des vidéos et je me suis dit c'est quand même pas mal ce jeu. Donc j'ai réactivé mon compte, je me suis rappelé que j'avais eu Vinicius en commande, je me suis dit c'est quand même pas mal ça, on va voir ce que ça vaut. Et puis après j'ai commencé j'ai commencé Sorare, j'ai acheté mes premières cartes, j'ai
dû mettre un tout petit peu plus d'un Ether. À cette époque, c'était quand même le moment où il coûtait presque le plus cher. Et puis voilà, je me suis fait une équipe. Moi au début, ma petite stratégie, je te devance peut-être sur sur tes questions, mais c'était vraiment j'anticipais les match-ups favorables dans 3 ou 4 game week qui allaient venir. Donc j'achetais des joueurs à ce moment-là et puis je les jouais alors que c'était un bon match-up, et puis j'ai vite changé de stratégie parce que ça marchait pas forcément très bien. Et si tu devais te inscrire aujourd'hui, tu crois que tu aurais plus accroché au niveau de l'interface? Parce qu'il y a quand même eu des énormes progrès qui ont été faits, et surtout cette dernière semaine avec le gameplay qui a vraiment fortement évolué. Exactement. Bon, déjà j'aurais plus d'ETH aussi. C'est ça qui aurait été intéressant. Mais non, je trouve que il y a vraiment eu des gros efforts qui ont été faits sur le jeu. C'est beaucoup plus intuitif. Vraiment, on n'y pense pas forcément, mais toutes les démarches qui ont été mises en place pour la protection des erreurs, on en a tous fait des erreurs sur les prix, les achats, les choses comme ça. Je trouve qu'on est vachement bien encadré par Sora là-dessus. Pour faire une erreur de prix, il faut vraiment le faire maintenant. Puis je trouve que c'est quand même assez fluide. Tout est bien mis en place, et puis c'est vraiment pensé de plus en plus pour la communauté, donc c'est très agréable. Je pense que oui, là j'aurais pas fait machine arrière. Ouais. Pour terminer ta présentation, tes passions, alors bon, il y a le foot, le hockey. Est-ce que tu es passionné de hockey maintenant ou pas forcément? Hockey sur glace, on précise. Alors initialement pas du tout. Nous, moi je suis originaire de Montpellier, on a un tout petit club à Montpellier qui est en deuxième division, les Vipers. Je crois que j'ai dû aller voir une fois. Moi je connaissais le hockey un peu comme tout le monde, les grosses bagarres sur la glace, les mecs qui balancent les gants et puis qui se castagnent devant tout le monde. Mais non, j'ai pris de passion pour ce sport qui est vraiment en Suisse assez développé. C'est quasiment la même popularité que le foot, et c'est vraiment super intéressant. Donc c'est un univers vraiment, ça reste très sportif, très viril. Il y a des coups, il y a des charges, mais en même temps on n'est pas comme des sports comme le basket ou le handball que j'adore aussi, où on n'a pas forcément le privilège du but. On n'apprécie pas forcément le but vu qu'il arrive assez souvent. On apprécie un gros dunk au basket, mais on n'apprécie pas forcément tout le temps tous les points. Alors que là, ok, tu peux voir vraiment pas mal de buts, plus qu'au foot, mais t'apprécies tous les buts parce que c'est qu'à chaque fois une performance, c'est toujours voilà un spectacle. Donc c'est ce côté assez rapide, assez fluide que j'aime beaucoup. Et puis après, non, moi j'ai fait pas mal de sport. J'ai bien aimé le rugby et j'en ai fait très tard. J'ai fait une seule année. J'étais vraiment pas très bon, mais j'aime beaucoup cette ambiance dans le sud de la France. Montpellier vient d'être champion de France, donc c'est le bon moment aussi. Mais ouais, j'aime beaucoup ces spectacles, ce sport, c'est toujours aussi impressionnant, quoi. Très bien. Bon, on va attaquer maintenant ton aventure dans Sora. Bon, c'est vrai que tu m'as un peu devancé en parlant de ta stratégie, etc., qui a évolué. Pour présenter ta galerie, tu t'es inscrit le 2 mars 2021, donc Stambouli 34 sur Sora. Tu as gagné 19 rewards pour le moment. Tu as 43 cartes limited et 6 cartes rares, et ta galerie vaut un peu plus de 3 Ethers, donc au cours aujourd'hui, plus ou moins $3,500, et tu as un reward winning line-up de plus de 17%, qui est quand même pas mal du tout. Donc voilà, limited, t'es rentré dans les limited, et tu as parlé de ta stratégie qui a évolué, mais tes premiers achats, est-ce que tu t'es directement concentré sur le championnat autrichien ou bien pas forcément? Alors moi, comme je t'ai dit, j'ai commencé avec un tout petit peu plus d'un Ether. Au début, non, j'ai commencé, je crois que mon plus gros achat c'était Sébastien Haller. C'était un bon timing parce que c'était, je crois, on savait pas encore s'il allait jouer si la canne allait être dans Sora, et donc du coup les prix commençaient un tout petit peu baisser parce que on s'est dit il va être inutilisable pendant un mois, et puis je l'ai acheté à ce moment-là, et je crois que quelques semaines après il y a eu l'annonce que la canne allait être couverte dans Sora, donc il a tout de suite pump, c'était génial. Mais ouais, je crois que c'était Sébastien Haller mon plus gros achat. Au début, non, pas du tout sur le championnat autrichien, parce qu'il y avait justement le fait, on en reparlera, la particularité de ce championnat, c'est qu'il y a une pause hivernale, et donc je crois que voilà, je me disais je vais pas investir sur des joueurs pour 6 game week ou un truc comme ça, et puis après je vais me retrouver un peu comme ça sans pouvoir jouer. Non, tout de suite, ouais, les limited, des équipes au début, que je construisais en fonction des futurs match-up, et puis après j'ai eu des premières rewards. Je crois que j'avais eu par exemple Giacomo Vrioni, c'était un joueur du championnat autrichien qui marchait bien à l'époque. C'était, je crois, ma plus grosse reward avant de faire la transition vers le championnat autrichien. Et voilà, ce qui a motivé cette transition, c'est que justement les prix ont pas mal baissé pendant cette trêve. Les gens ont vendu leurs joueurs autrichiens, quitte à brader un peu les prix pour se débarrasser des cartes qui vont être inutilisables pendant presque 2 mois. Et donc moi je me suis dit que c'est une très bonne opportunité parce
parce que les prix étaient ultra bas pour des joueurs super efficaces avec un beau SO5. Vraiment, il y avait un gros potentiel. Et moi, je me suis dit, voilà, on va pas jouer pendant 2 mois. Je vais investir dans des joueurs. C'est un championnat que je connaissais bien. Voilà, je savais à peu près les équipes. Je m'y intéressais vraiment. Je commençais avant de lancer mon compte Twitter, je m'intéressais déjà à la presse, des choses comme ça. Et puis je me suis dit, voilà, je vais acheter mes joueurs. Je sais qu'il va y avoir la deuxième partie du championnat, que je vais avoir presque une quinzaine de Game Week à jouer. Donc c'est vraiment le moment de se concentrer là-dessus. Et puis j'ai fait la transition où j'ai acheté des Karim Adeyemi, des Max Wöber, des Benjamin Sesko, Seiwald, des choses comme ça. Donc j'avais à peu près toute l'équipe de Salzbourg et puis j'avais complété avec des petites pépites que j'adore. Donc tu faisais pas mal quand même. Donc quand tu disais que tu préparais tes match-up 3-4 Game Week à l'avance, donc dès qu'ils avaient joué, tu les revendais automatiquement. T'avais pas certains joueurs que t'as décidé de garder, que t'as gardé jusqu'à présent? Non, j'ai vraiment gardé aucun joueur là-dessus. Là, j'ai encore les moments où j'ai commencé à garder des joueurs, c'est vraiment la transition avec le championnat autrichien parce qu'il y a une vraie vision d'avenir, je peux vraiment me projeter. Moi, dans ma logique, c'était j'achetais des joueurs à un moment où ils étaient pas forcément si t'avais Ajax qui jouait contre le PSV ou l'Ajax qui jouait contre un club en Ligue des Champions et puis c'était pas forcément autant assuré que d'habitude, le prix baissait un petit peu, donc j'ai acheté à ce moment-là et puis après une grosse performance contre un match-up un peu plus faible, ça avait souvent l'effet inverse où ça montait un peu parce que ces dernières performances étaient plutôt bonnes. Donc voilà, j'arrivais à équilibrer, à gagner un peu d'argent en faisant ça. Je faisais en parallèle un peu d'achat-revente et puis c'est comme ça que j'ai un peu monté la valeur de ma galerie au début, quoi. T'as commencé avec quel budget? Vraiment, c'était 1,1 Ether. À l'époque, ça devait être à peu près 3000, plus que 3000, ouais. Donc c'est vraiment au moment, t'as converti en Ether au moment de l'achat. C'est pas des Ethers que t'avais en tant que non, j'ai vraiment avant. J'ai brûlé la CB, quoi. Ouais, donc là, t'as augmenté le nombre d'éthers, mais au niveau valorisation, c'est plus ou moins équitable, quoi. Non, là, j'ai 2 éthers qui dorment un peu en galerie parce que je suis en train de faire ma transition vers les rares. Et puis j'attends les nouvelles cartes où moi il y a des joueurs qui sont pas encore dans le jeu, des nouvelles recrues que je veux avoir dans ma galerie. Et donc du coup c'est pour ça j'ai environ 2 éthers qui sont encore dans Sorare que je veux utiliser pour mes prochains achats. Aujourd'hui tu alignes combien d'équipes? Alors là 0, j'ai fait une petite transition d'achat-revente où j'ai acheté des joueurs asiatiques de MLS et sud-américains. C'était un moment où les prix étaient assez bas, il y avait encore l'Europe qui tournait. Donc je me suis dit je les achète maintenant, ça va forcément augmenter avec le fait qu'il n'y ait que ça pour jouer à l'heure actuelle. Il y a eu la baisse de l'Ether qui a fait que j'ai en valeur pure des cartes, j'ai gagné en valeur. Donc moi je suis en train de vendre un peu toutes ces cartes là pour récupérer mon bénéfice et puis pour après préparer la saison autrichienne. Et donc ton objectif pour la reprise de la saison, c'est laquelle? Donc tu as un peu d'Ether pour investir. Tu as dit que tu étais en train de faire une transition vers les rares. C'est quoi? C'est pour viser palier, une autre stratégie? Ouais, exactement. Moi je veux aligner une équipe en rare, en challenger. Donc je veux avoir vraiment et en all-star. Donc je veux avoir vraiment un pool assez élevé, donc avec 2 gardiens et puis vraiment essayer de voir l'objectif sur la saison. Ça veut dire que là initialement je vais avoir une seule équipe, mais l'objectif sur la saison c'est de pouvoir aligner 2 équipes en rare. Puis à côté de ça je veux être toujours aussi compétitif en limited, et bien en limitant un peu mes équipes. Ça veut dire qu'avant je pouvais vraiment aligner une équipe en chal, en U23, en all-star, et puis je pouvais alterner avec les spécialistes ou l'underdog. Donc là je veux vraiment peut-être avoir 2 équipes en all-star et en U23 et puis me concentrer là-dessus, quoi, en limited. Donc ce serait à la reprise du championnat autrichien, ce serait de pouvoir aligner 3 équipes, une en rare et 2 en limited. Ok, et continuer un peu l'achat-revente principalement sur le championnat autrichien? Ouais, ça c'est là où je suis le plus efficace. C'est un peu la particularité, je pense qu'on en parlera après, la particularité de ce championnat, c'est que si tu t'intéresses vraiment au championnat, si tu es branché sur tous les axes de presse, d'information, de news, tout ça, tu peux avoir les informations assez à l'avance pour pouvoir en profiter, ce qui n'est pas vraiment le cas de tous les championnats. Et donc l'exemple c'est l'arrivée du nouveau défenseur central de Salzbourg, Pavlovic, qui vient de Monaco. J'ai réussi à avoir l'information presque une demi-heure avant que ça sorte. J'ai acheté le joueur à 0,06 à peu près, et puis là je crois qu'il est à 0,1. Donc j'ai acheté mon Pavlovic parce que je pense qu'il peut avoir un bon potentiel cette saison aux côtés de Max Wöber et dans la rotation, surtout si Oumar Solé s'en va. Et puis voilà, j'ai réussi à en profiter et c'est le bon exemple qui montre que voilà, si on s'y intéresse vraiment, si on est branché sur les bons canaux, on peut avoir un avantage dans Sorare. Tout à fait. Écoute, c'est une très bonne transition pour justement ton sujet de prédilection qui est évidemment le championnat
autrichien. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'intéressais au championnat autrichien avant Sorare ou bien non? C'est vraiment Sorare qui a dit, voilà, j'ai envie de me démarquer et je vais m'intéresser à un championnat peu connu où il n'y a pas vraiment beaucoup d'experts dessus. Comment s'est passé justement cet amour pour ce championnat finalement? C'est une bonne question. Initialement, moi, comme je t'ai dit, je suis un grand fan de foot. Je suis même un fan, comme j'aime bien le décrire, un fan un peu SoFoot. Moi, j'ai acheté SoFoot, je regarde les articles les plus éloignés, parlent du foot européen, mais comme on n'a pas l'habitude de l'entendre, c'est ce qui m'intéresse le plus, savoir comment ça se passe dans le championnat en Biélorussie, des choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cet intérêt pour les championnats méconnus européens, et puis pourtant c'est des équipes de temps en temps on les voit. Tu vois Salzbourg en Ligue des Champions, tu te dis mais elle sort d'où cette équipe, des choses comme ça. C'est ça qui m'intéressait vraiment. Donc j'avais initialement cette passion un peu pour les championnats plus éloignés, européens, la Pologne, la Grèce, des choses comme ça. Et puis j'ai eu une spécificité grâce à Sorare dans le championnat autrichien, mais c'était vraiment à la base, j'étais amoureux de foot et amoureux des belles histoires des championnats européens. Et donc ça a commencé vraiment à quel moment? Alors c'est ton intérêt particulier à suivre des canaux spécialisés. Je présume que tu as dans tes favoris pas mal d'onglets de journaux, de médias autrichiens. Ouais, c'est ça. Le championnat autrichien, moi je l'ai beaucoup apprécié parce que c'est vrai que c'est un championnat un peu historique, il y a quand même des équipes emblématiques. J'aime beaucoup le jeu du Rapid Vienne, j'aime beaucoup Salzbourg un peu comme tout le monde, mais il y a vraiment des belles histoires qu'on peut avoir. Donc initialement j'ai un amour particulier pour certains clubs, et puis là dans Sorare en fait il y a beaucoup de presse spécialisée comme dans beaucoup de championnats, et puis quand je me suis rendu compte du bon potentiel qu'il y avait dans Sorare, je me suis branché sur les principaux journaux, j'ai suivi les principaux journalistes, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à regarder les matchs de préparation. Ça tombait pendant la trêve hivernale où les équipes reprenaient en douceur avec des matchs de préparation. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va s'infliger ça, des matchs contre des équipes de Slovaquie, contre des équipes autrichiennes. C'est pas non plus le truc le plus sexy, mais ça t'aide vachement en fait de les voir jouer. C'est ce qu'on dit toujours, tu peux te baser sur les stats tout le temps, mais ce qui va aider c'est toujours de voir les joueurs jouer et puis de faire ton propre avis sur le joueur. Quand tu t'es inscrit, la Ligue autrichienne, la Bundesliga autrichienne était déjà sur Sorare? Oui, je pense, oui, parce qu'il y avait déjà, c'était à cette époque-là, donc c'était 5-6 journées avant que s'il y a la pause. Puis c'était les périodes où Karim Adeyemi explosait, où t'avais Vrioni qui explosait aussi, donc c'était vraiment super intéressant, quoi. T'as été voir des matchs déjà sur place ou pas encore? Pas encore, j'ai eu des discussions avec le club de Klagenfurt qui était le promu la saison passée, qui m'a écrit sur Twitter, qui m'a follow, et puis ils m'ont dit on serait enchanté de t'avoir sur place. Bon, j'ai dit c'est pas aussi loin que quand j'étais à Montpellier, mais quand même je peux pas non plus aller faire ce voyage là, mais j'adorerais aller voir un match à Salzbourg ou du Rapid, ce serait génial. Puis là ils sont en Coupe d'Europe, donc en fonction du tirage, peut-être un club français ou suisse, Salzbourg, c'est vrai qu'ils ont fait une campagne de Champions League vraiment étonnante. Ils ont fait quand même longuement douter le grand Bayern. Il y a quand même des sacrées pépites. Quand tu parlais d'Adeyemi, il y en a tout plein là qui sont convoités à gauche, à droite, énormément de jeunes. Tu vois c'est un peu la même philosophie. Ils ont le même sponsor que Leipzig. Et donc c'est un peu la même philosophie, quoi. C'est un maximum de jeunes très talentueux, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Après il y a un gros turnover, c'est un peu compliqué. C'est ça c'est la philosophie un peu quand tu regardes un peu les déclarations directeur sportif, entraîneur, c'est de faire la meilleure équipe, même pas U23, c'est U21 des championnats européens. Donc c'est super intéressant, il y a vraiment un format qui est fait exprès pour ça, où ça veut dire que les jeunes ont leur opportunité très tôt de jouer en équipe professionnelle, à la fois dans le championnat autrichien mais aussi dans les coupes européennes. Et puis tu as ce format avec une équipe ferme qui joue en deuxième division, qui est l'Efring, et donc les joueurs peuvent s'endurcir contre des adultes alors qu'ils ont 16-17 ans, et puis ça aide vachement dans ce format là, il est très efficace, et ça fait que là il y a des joueurs, ils doivent être à plus de 100 millions de bénéfices, de ventes juste sur ce mercato estival, tellement ça marche bien, et tellement c'est des pépites de qualité. Donc la cellule de recrutement marche bien du côté de Salzbourg. Et puis il n'y a pas que, parce que je vois Austria-Vienne aussi, je me rappelle de Martel, jeune milieu défensif qui vient de partir. Moi je le gardais dans ma galerie parce que je l'ai vu jouer une ou deux fois, et je le trouvais vraiment très 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 bon. Après quand tu pars en Bundesliga allemande, il y aura de toute façon, je pense, un temps d'adaptation, le niveau n'est pas le même, et c'est vrai qu'il y a même à Sturm Graz aussi je pense que c'est corrige-moi parce qu'honnêtement je m'y connais pas beaucoup en championnat autrichien, mais c'est un des gros clubs historiques autrichiens, le Sturm Graz, non? Là pour Martel, il était en prêt de Leipzig justement.
exactement. Les clubs historiques, ouais, t'as justement les deux clubs de Vienne, donc le Rapid et l'Austria, c'est vraiment des clubs emblématiques, c'est les plus grosses histoires de ce championnat. Après t'as Sturm, c'est le club qui marche très très bien là ces dernières années, qui arrive à talonner, à presque suivre le rythme de Salzbourg, mais c'est des super histoires, des clubs que nous on connaît pas forcément, mais dans les années 70-80, c'était des clubs qui étaient aussi dans le paysage européen et déjà à presque au niveau des plus grandes compétitions européennes, donc c'est super intéressant quoi. Bon, on a planté le cadre. Maintenant, on va aller un peu gratter par rapport justement à ce que tu fais dans la communauté, pour la communauté Sorare dans le cadre du suivi du championnat autrichien. Tu as un fichier apparemment que tu mets à disposition. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors moi quand j'ai découvert le potentiel du championnat autrichien, lié notamment aux particularités du calendrier, des choses comme ça, je me suis dit je fais l'effort d'aller de l'avant là-dessus, d'être proactif, d'aller me documenter, et puis j'aime beaucoup de par mon passé partager avec des communautés, créer des communautés autour de tout ça. Je me suis dit c'est vraiment dommage j'utilise Twitter moi au quotidien pour avoir des informations, découvrir Sorare de plus en plus. C'est ce qui me permet au-delà du jeu d'avoir de la passion pour cette nouveau jeu, ce nouveau concept. Et puis moi je me suis dit c'est dommage de garder ça pour moi, c'est pas juste que ça serve qu'à moi, donc j'ai créé ce compte Twitter fin décembre, et puis j'ai commencé à échanger, partager des infos. J'ai eu pas mal de visités grâce à Monaco, il faut le dire, Sorare Monaco sur Twitter. Et puis dès le début j'ai commencé à faire des threads pour parler du championnat autrichien, essayer d'expliquer les particularités. J'ai créé un Discord où je pouvais parler avec les gens, ils pouvaient me poser des questions, c'était plus facile pour suivre un peu tout ce que je mettais sur Twitter. Et puis là récemment j'ai créé en fait un fichier Google Sheet où j'ai fait tous les clubs et tous les effectifs, et en fait je mets quand il y a des prolongations, quand il y a des arrivées, quand il y a des joueurs qui sont en fin de contrat et qui quittent le club, et j'essaie de partager ça pour que les gens ils ont juste à cliquer sur mon lien, ils voient les dernières actualités. Il y a ce joueur là qui vient d'arriver, ce joueur là qui vient de partir. Et puis là tout récemment j'ai ajouté un onglet où en fait je mets tous les matchs de préparation de l'ensemble des équipes du championnat autrichien, et je fais des petits résumés de chaque match de préparation. Je me dis je dois être le seul fou en France à regarder tous les matchs comme ça, enfin pas tous, mais m'intéresser aux résumés, regarder les matchs, regarder les line-up, les choses comme ça. Donc j'essaie d'en faire un endroit qui est le plus facile pour tout le monde, où je partage les line-up, les équipes, je donne mon avis sur le résultat, comme quoi c'est positif, est-ce que tel gardien a été titularisé, telle nouvelle recrue a bien performé, quel est le dispositif. Donc j'essaie que ce soit le plus facile pour ceux qui vont me lire, et puis moi c'est un vrai kiff d'échanger avec la communauté sur ce championnat. Pendant la saison, tu regardes combien de matchs ? Est-ce que tu regardes tous les résumés des matchs et t'en regardes un ou deux plus particulièrement, ou comment ça se passe à chaque game week ou à chaque journée de championnat autrichien ? Alors moi j'ai la chance en Suisse où on peut avoir assez facilement les matchs à la fois de Bundesliga allemande mais aussi de Bundesliga autrichienne. Donc j'essaie de regarder généralement pour la fin de saison. En fait il y a le samedi, c'est le groupe relégation qui va jouer par exemple, donc on aura toutes les équipes qui vont jouer les 3 matchs, et puis le dimanche on a les matchs du groupe championnat. Donc j'essaye au moins de regarder un match par jour, et puis après en groupe championnat ça dépend, j'essaie toujours de regarder le match de Salzbourg, et j'alterne entre Sturm et le Rapid Vienne parce que c'est les équipes que j'adore. Et puis au niveau des résumés, je regarde tous les résumés de chaque match, et puis je lis les résumés aussi de la presse, parce que c'est toujours important aussi d'avoir l'avis des experts locaux. Tu as abordé la deuxième partie du championnat avec le groupe relégation et le groupe champion. Alors le format du championnat, la Bundesliga autrichienne est assez particulière. Il y a pas mal de managers qui posent des questions. Est-ce que tu peux nous donner une explication du format du championnat ? Alors c'est un championnat un peu particulier, et en fait je vais aussi t'expliquer pourquoi c'était un peu le flou au niveau de la trêve hivernale. C'est en fait on a une première partie de championnat qui commence comme tout le monde en match. Là ça commence fin juillet, et puis il y a les matchs jusqu'à à peu près on va parler de la saison dernière parce que là avec la Coupe du Monde c'est un peu particulier, mais il y a des matchs jusqu'à à peu près début décembre. Puis après on va avoir une pause de 2 mois. On va avoir la fin de cette période de cette phase aller qui se joue en aller-retour. Et puis après en fait les 6 premières équipes vont jouer ce qu'on appelle le groupe championnat, où 5 équipes vont se battre pour des places européennes, et les 6 autres équipes vont jouer dans le groupe relégation et vont lutter pour leur maintien dans le championnat. Donc en fait dans Sorare, quand tu regardais un peu ça, on n'arrivait pas vraiment à estimer si cette partie-là de groupe championnat relégation était couverte dans Sorare. Il y avait un flou où en fait on se disait ok, le championnat il se termine la 3e semaine de février, et après il n'y a plus de match. Donc il y avait vraiment cet effet-là où la grande majorité de la communauté ne savait pas comment fonctionnait le championnat et se disait je vais pas acheter un joueur de Salzbourg s'il lui reste 2 journées début février quoi. Donc en fait c'était ça qui était super intéressant, et c'est ça qui m'a un peu motivé aussi à expliquer. C'était mon gros
gros travail au début, au-delà de parler des joueurs, c'était d'expliquer comment ça se passe le championnat. Donc j'ai fait des threads, j'ai essayé de vraiment détailler pour que ce soit le plus compréhensible pour tout le monde. Et puis les gens se sont rendus compte, bah oui, il reste, du coup il y a 6 équipes dans le groupe championnat qui vont s'affronter en aller-retour. Pareil pour le groupe relégation. Puis après il y a des playoffs pour la dernière place européenne. Donc ça fait minimum 10 game week quoi. Et donc il y a combien de matchs? Donc il y a 12 équipes en tout qui font normalement combien de matchs sur toute la saison, playoff compris? T'as la phase aller-retour de la première phase et puis après donc là ça fait 22 matchs. Exactement. Et après t'as 10 matchs dans la phase retour puisque les 6 équipes se jouent en match aller-retour. Ouais. Et donc puis après tu peux avoir potentiellement les playoffs pour les deux têtes, c'est les 2 meilleures équipes du groupe relégation qui se jouent entre elles pour après affronter la 5e équipe du groupe championnat. Et le gagnant de ce playoff qui se joue aussi en aller-retour a une place européenne, je crois je sais plus le nom de la compétition européenne, mais je crois que c'est la compétition en dessous de la Ligue Europa. Et pour cette saison là qui arrive, étant donné qu'il y a la Coupe du Monde qui tombe en décembre, la trêve arrive. Est-ce qu'il y a une trêve d'abord? Enfin oui, la trêve de la Coupe du Monde, mais est-ce qu'il y a une autre trêve à part celle-là? Non, c'est ça. En fait, ça va soupler, donc elle va être un peu plus tôt puisque la Coupe du Monde va se jouer. Donc ça, je crois que c'est fin novembre, un truc comme ça. Et puis du coup, elle va être plus tôt, mais non, il y aura toujours une trêve hivernale. Prolongée, un peu comme la Russie, quoi. Je sais pas si les dates, je ne sais pas si elles se chevauchent, mais elles sont quand même assez proches. Et il y a aussi 2 mois d'arrêt. Hein. Ouais, c'est ça. C'est même fonctionnement. L'hiver est rude là-bas. Ouais, c'est ça. C'est les montagnes. C'est pareil en Suisse. Donc j'ai l'exemple local ici. Mais c'est une particularité qui est super intéressante en fait d'Osora parce que t'as ce système là où l'utilisateur lambda qui va utiliser sa carte autrichienne, on va dire la reprise des championnats, donc août, septembre, octobre, il n'a pas forcément une galerie très grande, comme la grande majorité des joueurs, qu'il a une galerie pour jouer, et ils peuvent pas se permettre d'avoir un joueur qui va pas jouer pendant 2 mois. Donc en fait le réflexe classique c'est de vendre ses joueurs, et donc ça va naturellement faire baisser le prix. Il va avoir beaucoup moins d'intérêt pour les joueurs qui vont être mis en vente, qui vont être mis aux enchères par Sora sur le marché primaire, et puis après en revente sur le marché secondaire. Donc en fait naturellement les prix vont baisser, et c'est là où en fait si t'es un peu patient et si t'as une galerie où tu peux te le permettre, tu peux faire des très bons coups et acheter des joueurs très bas, et presque moi j'ai des joueurs, j'avais Max Faubert que j'ai vendu en x3, j'en avais acheté 2 ou 3 juste pour ça quoi, parce que je savais que le prix allait remonter, que c'est la particularité de ce championnat, et je pense que c'est à peu près la même pour le championnat russe. Est-ce que tu maîtrises l'allemand ou pas du tout? Pas du tout. Alors je m'améliore un peu parce que via le travail en Suisse, la majorité de la population vient de Suisse allemande, donc c'est la langue, c'est pas vraiment le même allemand, mais je commence à me familiariser avec. Non, j'utilise vraiment, j'essaie de le lire, je me fais mes traductions, j'essaie de déchiffrer, alors c'est pas forcément facile parce que les outils sont pas forcément de traduction sont pas les plus optimisés pour l'allemand, c'est plus facile sur de l'anglais, mais je fais de mon mieux, j'essaie de lire les informations comme ça, et puis maintenant que j'ai l'habitude de lire les tweets des principaux clubs, des journalistes, je commence à avoir des premiers mots que je commence à déchiffrer, donc je sais quand c'est un transfert officiel, quand il y a quelqu'un qui part, quand il part en prêt ou pas, j'arrive à le savoir tout de suite, donc c'est peut-être des quelques secondes qui vont m'aider à l'avenir sur le marché. Exactement. Il faut s'accrocher quand même avec l'accent suisse-allemand. Franchement, moi je comprends un peu parce que ça ressemble un peu au néerlandais, surtout quand je le lis, mais à l'écoute, le suisse-allemand, là il faut vraiment s'accrocher, j'ai l'impression vraiment que c'est une autre langue. Et l'autrichien, c'est aussi, je t'avoue que je connais moins l'allemand d'Autriche, c'est aussi fort différent de l'allemand classique. Alors je pense que c'est la même réflexion. Moi j'ai un ami allemand qui me dit que quand il va en Allemagne, il passe par la Suisse, et que quand il écoute la radio, il ne comprend presque rien parce que c'est presque pas la même langue quoi, c'est pas. Donc je pense que moi au niveau, quand j'écoute les commentaires, maintenant je comprends pour le championnat autrichien, mais quand j'écoute un match qui est commenté en suisse allemand de hockey, j'ai l'impression que c'est pas la même langue quoi. Donc c'est ça qui est un peu marrant. Mais moi quand je regarde un match, les commentaires sont pas très utiles. J'ai des mots clés comme je t'ai dit, où ça y est, j'ai compris que ça c'était carton jaune, ça c'était faute, ça c'était changement, mais à part ça, non. Et le fameux Tor pour dire but. Exactement. Alors ça c'est bon, ça c'est germanique ça. Ok, c'est la petite parenthèse sur l'allemand. D'après toi, parce que tu parlais du nombre de pépites, et c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup qui passent par le championnat autrichien. Qu'est-ce qui explique d'après toi le fait que l'Autriche soit vraiment un passage pour énormément de pépites
élites, pas seulement allemandes, mais aussi même africaines. Il y a des très 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 bons joueurs. Là, je vois dans ta galerie attaquante à Sekou Koïta, par exemple, l'international malien qui joue à Salzbourg. Est-ce que c'est le budget qu'ils ont qui permettent justement d'attirer toutes ces pépites, ou bien c'est plus je sais pas si je compare avec le championnat allemand qui prête quand même beaucoup de joueurs en Autriche, est-ce que c'est le style de jeu qui est assez similaire, qu'est-ce qui, d'après toi, explique le succès finalement du championnat autrichien? Je pense que c'est un choix de survie parce que donc là, l'Autriche, c'est un petit pays, il n'y a pas un vivier assez grand pour avoir un championnat attrayant, puis pouvoir lutter contre les plus grands pays européens. Mais je pense que c'est la logique de la formation, et puis c'est une logique économique aussi, il faut pas se le cacher. Voilà, ils mettent en avant la formation. Il y a beaucoup de liens qui sont faits avec des plus grands clubs européens, mais comme je te l'ai dit, par exemple l'Austria Vienne avec Leipzig, on pourrait penser que c'est plus avec Salzbourg, mais non, c'est plus avec l'Austria Vienne. Voilà, il y a des partenariats qui sont faits pour le développement des joueurs, et c'est là où c'est très intéressant, mais c'est pas forcément, c'est vraiment un championnat qui est reconnu pour ça, pour le développement des jeunes. Je te prends l'exemple, l'équipe qui vient d'être promue, Lustenau, qui a presque un partenariat avec Clermont Foot, qui avait des joueurs qui étaient prêtés là-bas, donc c'est un peu particulier, c'est reconnu par les principaux clubs européens, et puis il y a une vraie qualité de la formation, il y a une vraie possibilité pour les jeunes joueurs de jouer à un niveau qui est très intéressant, qui est dans, on va dire, le tiers 2 des championnats européens, et d'être à un niveau qui donne une très bonne visibilité, et tout en débutant, en ayant sa chance, en étant jeune. Pour parler des passerelles qu'on peut avoir avec le foot africain, ça aussi c'est quelque chose que nous on est un peu plus familiarisé là-dessus quand on vient de Belgique ou qu'on vient de France, parce qu'il y a des partenariats historiques avec les pays francophones. Mais pour eux, c'est à leur initiative, ils ont créé des académies, des partenariats avec des clubs locaux. On parle par exemple Sturm, il y a plus récemment, là dans les 2-3 dernières années, il y a un développement au Ghana, des choses comme ça. C'est vrai que la filière avec le Mali marche très bien pour le club de Salzbourg. C'est quelque chose qui est très intéressant. Et c'est un choix qu'ils ont fait. C'est un championnat qui ne pourrait pas forcément exister au plus haut niveau sans ce choix-là, parce que au niveau économique, tu vois, un achat comme on a dit pour le nouveau défenseur de Salzbourg, Pavlovic, c'est un achat de 7 millions d'euros. Pour nous, nos dimensions européennes actuelles, c'est dérisoire maintenant. Mais pour eux, c'est quand même un budget super intéressant. Et puis des joueurs, je sais pas, comme Brendan Aronson qui a été acheté quelques millions d'euros et qui a été revendu 35 millions d'euros à Leeds, c'est vraiment un modèle économique qui permet au club de perdurer et d'essayer de plus en plus d'accrocher cette compétitivité européenne qu'il pourrait pas avoir naturellement. Et je pense que toi qui vient de Belgique et qui connaît un peu ce championnat-là, c'est peut-être ce qui manque par exemple à des championnats comme ça pour passer l'étape supérieure, tu vois. Tout à fait. Ils ont tout compris, hein. Le fait d'avoir des partenariats justement dans des pays et servir de passerelle pour des jeunes talentueux, parce que finalement les gros clubs, ils ont des gros scouts un peu partout, mais ils peuvent pas recruter absolument tout le monde, c'est juste pas possible. Et donc ça passe par des petites structures comme ça, et finalement qui ont de la visibilité aussi, parce que le championnat autrichien, c'est pas le championnat biélorusse ou bosnien, quoique, mais il y a quand même pas mal de visibilité. Ils jouent, comme tu dis, la Coupe d'Europe, et ils ont quand même pas mal d'équipes qui sont représentées, donc pour ces jeunes aussi, c'est une opportunité ensuite d'aller vers des gros clubs, et pour ces petits clubs autrichiens, c'est de faire des sacrés bénéfices, hein, parce que tu prends l'exemple de Brendan Aronson, il y a chaque année Adeyemi, des choses comme ça, Adeyemi, non, il était prêté, non, il a été vendu à Salzbourg, il a été vendu, il appartenait donc à Salzbourg, donc ils font des plus-values absolument faramineuses, quoi. Exactement, et puis c'est là Adeyemi, là je crois que là c'est quand même tout particulier c'est vraiment une année, là ils sont à plus de 100 millions de ventes, rien que on n'est même pas encore en juillet, quoi. C'est complètement fou. Pour le championnat de la saison prochaine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quel est ton avis? Comment est-ce que il va se dérouler d'après toi? Ça va être assez particulier parce que le championnat va être très resserré au niveau du timing. Il va avoir vraiment la nécessité, ça a été dit par plusieurs directeurs sportifs, d'avoir un effectif un peu plus conséquent que les saisons précédentes. Je pense que tout naturellement ça va encore être Salzbourg qui va être devant, avec Sturm derrière qui sont vraiment les deux leaders solides, mais je crois qu'il y a un noyau dur de la 3e à la 7e place qui commence à se constituer, d'équipes qui sont vraiment qui s'inscrivent dans la durée, qui ont des bonnes générations, qui ont profité à la fois de l'exposition du championnat grâce aux deux locomotives qui sont Salzbourg et Sturm, mais tu vois des équipes comme le Rapid, ils ont un recrutement super intéressant, l'Austria Vienne c'est très intéressant la manière de fonctionner, une équipe qui a moins bien performé l'année dernière mais qui est normalement dans le top du classement, c'est l'ASK par exemple. Ouais, et puis on peut voir qu'il y a des
Exactement. Et puis il y a des équipes comme, je sais pas, comme Klagenfurt l'année dernière, qui était le promu, qui a réussi à accrocher une place en groupe championnat. Ça s'est pas très bien passé après, mais ils ont quand même du coup accroché une 6ème place au championnat, alors qu'ils sont promus et qu'ils ont un budget dérisoire par rapport aux locomotives du championnat. Donc c'est ça qui est très intéressant. Après, il faut pas se voiler la face, ce sera toujours Salzbourg qui va gagner, tellement la différence, à la fois au niveau du budget, mais aussi des infrastructures, est importante. Mais je trouve que c'est pas si loin derrière, c'est tout aussi intéressant, et puis c'est tout aussi intéressant surtout pour nous dans Sora, quoi. Ouais, tout à fait. Tu parlais de Salzbourg. Bon, ADMI est parti. Tu vois comment l'attaque pour la saison prochaine? Okafor, est-ce qu'il va rester? Je pense qu'Okafor il va partir. Moi tiens, tu me demandais si j'allais voir un match, et je suis allé voir le match de la Suisse contre l'Espagne, et puis il y avait du coup Okafor. C'était la première fois du coup je voyais un des joueurs que je voyais presque le plus que mes joueurs de Montpellier le week-end, tellement je regarde tous ces matchs. Donc c'est la première fois que je voyais jouer en live. Bah écoute, Okafor, moi je l'aime beaucoup, il percute beaucoup, mais il a ses problèmes de finition, et je pense qu'il n'arrivera pas à atteindre forcément, je lui souhaite, mais il n'arrivera pas à atteindre ce cap lui permettra d'aller au-dessus. Il a un bon de sortie pour partir, pour quitter Salzbourg. Je pense que les appels de phare de la première ligue et au moins ou peut-être de la Championship sont trop forts au niveau financier, donc je pense qu'il va partir. Le problème pour Salzbourg, c'est qu'il y a là une accumulation d'attaquants de très très haut niveau. Alors oui, il faut avoir un effectif plus large, mais là c'est quand même énorme, c'est du lourd, quoi. C'est Sekou Kouata qui revient d'une très très longue blessure, alors lui c'était particulier, il y avait eu blessure plus une suspension pour dopage, enfin c'est quelque chose un peu particulier. T'as Junior Adamou, t'as mon chouchou Benjamin Sesko, t'as Fernando qui vient d'arriver, t'as Roko Simic qui est la future, qui est la nouvelle pépite de Salzbourg, donc ça commence à s'accumuler un peu devant, et puis il y en aura forcément un ou deux qui vont devoir partir. Ouais, tu vois que tu penses aussi que ça va continuer à tourner. Moi j'avais acheté Sekou Kouata au début là. En rare, je me suis dit, j'ai regardé ses stats avant son indisponibilité, je trouvais ça quand même très très fort, le nombre de buts et d'assists qu'il avait fait par rapport au nombre de matchs qu'il avait joué. Je me dis waouh, il a vraiment des stats hallucinantes. Donc je l'ai acheté, je l'ai gardé. On verra la saison prochaine. Voilà. On verra bien. Bah là il a rejoué, il a fait je crois les 2 derniers matchs de championnat avec Salzbourg, il a marqué sur le dernier, et puis il a rejoué avec la sélection malienne aussi, où il a mis un doublé. Il a marqué un ou 2 buts, non? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis non, il revient bien, il a une grave blessure au genou, donc c'est toujours un peu particulier, un jeune joueur comme ça. J'aimerais bien qu'il ait une préparation complète avec Salzbourg avant qu'on se prononce peut-être sur toute la saison, mais moi je suis persuadé que s'il est à 100%, il a clairement son rôle à jouer dans les attaquants de Salzbourg la saison prochaine. Tu as un avis sur les prochaines pépites? Je vois qu'on te pose énormément de questions sur Twitter, tu réponds toujours avec beaucoup de facilité, et puis tu es assez prolixe aussi sur les détails que tu donnes. Les pépites à suivre pour la saison prochaine, d'après toi, ça serait qui? Alors, moi je suis un grand fan de Benjamin Sesko, je sais pas si tu as déjà pu en voir un peu. C'est un joueur... La comparaison avec Erling Haaland elle est très facile, j'essaye à chaque fois de pas tomber dedans, mais c'est vrai que c'est un très grand joueur, je pense qu'il fait plus d'1m90 ou pas loin, il est assez rapide et il est surtout très agile pour sa taille, c'est quelque chose, c'est flagrant quand on le voit jouer. Au niveau du placement, il n'y a pas grand chose à corriger, et au niveau de la finition c'est très bon. Là par exemple hier je regardais le match de préparation, il a mis un doublé, il débloque la situation contre le Legia Varsovie, but de la tête, finition du pied gauche, voilà. Top, impeccable. Donc moi lui c'est vraiment, il avait fait une préparation hivernale au top, il était au top de sa forme, et il s'est blessé juste avant la reprise du championnat. Il y a toujours un tour de coupe, et il s'est blessé à ce moment-là, donc j'étais dégoûté parce que pour moi c'était le moment. Mais voilà, moi j'y crois dur comme fer à celui-là. Niveau des gardiens, et d'après toi il va rester. Oui je pense. Je pense que je pense que ça, il y a aucun intérêt pour Salzbourg de le vendre maintenant. Au niveau gardien, moi il y a le gardien du Bayern, Christian Fuchtle, qui vient d'arriver, qui a signé à l'Austria Vienne, parce que Patrick Penz pas renouveler son contrat, il va sûrement rejoindre la Bundesliga, donc lui j'y crois quand même pas mal. C'est un tout jeune gardien, 21 ans, donc U23 jusqu'à je crois encore 2 ou 3 ans, donc c'est vraiment un super joueur, et puis je pense vraiment qu'il peut s'imposer à l'Austria Vienne. Ça c'est au niveau du gardien. Au niveau de la défense, si on sort du côté Salzbourg, parce que c'est un peu facile, moi il y a un joueur, c'est un jeune latéral de l'Austria Vienne qui s'appelle Ziad El
oui, je crois. Alors moi là je croise les doigts pour qu'il y ait un peu une refonte du système de points pour les latéraux, mais lui c'est quand même quelque chose je pense. Il était très prometteur, il a 17 ans le gars, c'est un gamin quoi. Il était très prometteur et il s'est blessé gravement au genou. Il était en fin de contrat et puis l'Austria ils lui ont dit bah on s'en fout, tu te blesses au genou, t'es out toute la saison, mais on te file un contrat, je crois qu'il est signé jusqu'en 2026. Donc il y a une grosse confiance qui est mise sur lui. Il a la voie royale sur le côté, donc pour moi j'ai beaucoup d'espoir dans ce joueur. Donc c'est Ziad El Cheioui, voilà, j'ai la confirmation. Je suis en train de regarder, effectivement, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2026 et U23 jusqu'à 2028. Donc voilà. On peut voir venir. Et quoi, lui, tu le vois titulaire dès la saison prochaine je pense qu'il va avoir... Il faut que je regarde comment ça se passe au niveau de la préparation, s'il est apte tout de suite, s'il arrive à faire toute la préparation. L'Austria Vienne, ils ont l'habitude quand même de gérer ce genre de profil un peu blessé, et ils ont l'habitude de pas de passer les étapes trop rapidement. Donc je pense que c'est peut-être pas titulaire dès le début, mais il va naturellement revenir à ce moment-là, et puis ce sera super intéressant. Et après, moi j'aime beaucoup Amar Dedic derrière aussi, qui était prêté à Wolfsberger la saison passée, mais qui appartient à Salzbourg. Et je pense que, tu sais, il y a le vétéran de Salzbourg, Andreas Ulmer, qui est le capitaine, qui a été prolongé d'une année. Je pense que c'est sa dernière. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il y a une transition qui va se faire naturellement. Donc lui, j'y crois pas mal. Et puis au milieu, il y a quand je te disais les joueurs, j'ai hâte qu'il y ait des nouveaux joueurs qui soient dans Sorare. C'est Omic, qui est le capitaine de l'équipe, je crois, U19, si je dis pas de bêtises, et qui signe aussi alors non, attends, où est-ce qu'il signe déjà lui? Je crois que c'est à Wolfsberger aussi. Ouais, c'est ça, à Wolfsberger. C'est un milieu de terrain un peu défensif qui était à la Juventus, qui appartenait à la Juventus de Turin, et puis qui retourne en Autriche. Et pour moi, ça c'est vraiment top joueur. J'ai vu un peu des matchs à l'Euro, là c'est pas mauvais. Et sinon au milieu, si il y a Jonas Auer du Rapid, que j'aimais beaucoup déjà la saison dernière, qui est une carte, qui est milieu de terrain dans Sorare, mais il joue latéral. Et puis sinon il y a Vessel Demaku qui vient d'arriver à Sturm en provenance de l'Austria. Mais ce gars c'est dingue, c'est un chien sur le terrain. Il court de partout, c'est trop bien, et moi j'adore ce genre de joueur. Et puis beaucoup dans Sorare. Et puis si on passe au niveau des attaquants, j'ai hâte de voir ce que ça donne Fernando, l'attaquant du Shakhtar, qui a signé quand même pour 6 ou 7 millions à Salzbourg, c'est quand même pas rien. Tout à fait. Et puis moi là il y en a un que j'adore, c'est Rasmus Højlund, l'attaquant danois de Sturm, qui est vraiment lui c'est vraiment une grosse pépite, mais déjà un peu confirmé. Je crois qu'il est en limited, il est à 0,1, donc ça commence déjà à être moins abordable et pas forcément accessible pour tout le monde. Intéressant tout ça. Et alors Lask, tu les vois où? Lask, prochaine, parce que j'étais assez étonné. Je parle de Lask parce que j'avais quand Sorare avait annoncé l'arrivée de la Bundesliga autrichienne sur Sorare, j'avais un peu regardé. Je m'étais basé sur, évidemment, il n'y avait pas les statistiques sur Sorare Data, vraiment au tout début. Et j'avais regardé sur d'autres sites, dont SofaScore, etc., un peu les cotations. Et puis j'étais tombé sur les stats assez impressionnantes de Peter Michorl, qui est un peu la plaque tournante de Lask, et c'est super stats, etc. Donc je l'ai pris, je l'ai gardé d'ailleurs. J'ai la 1 sur 100. Mais après, en rare en rare, oui. Ok. Je voulais prendre la super rare au début, j'ai raté. Il y a quelqu'un qui est enchéri au-dessus de moi et il a dépassé le budget que je m'étais fixé. Mais alors, il y avait la 1 sur 100, il terminait, je crois, un quart d'heure ou une demi-heure après. Et je dis, celle-là, je vais quand même la prendre. Mais c'est vrai que la saison était assez dramatique. Donc, il avait des scores assez potables, mais bien en deçà de ce qu'il était capable de faire, enfin, de ce qu'il faisait, en tout cas, sur les 2-3 dernières saisons. Parce que j'avais pas regardé que la dernière saison, mais j'étais remonté un peu dans le temps et ils sont passés à côté, quoi. C'est ça. Bon, Michorl, c'est vraiment, je pense qu'il a, vers la fin du championnat, là, il a dû te faire plaisir. Il avait un enchaînement, un match sur deux, il faisait plus de 70. Il était vraiment pas mauvais. Ils étaient dans la poule relégation, ils avaient un peu plus facile, si j'ai bonne mémoire. Exactement. En fait, ils ont complètement loupé leur début de championnat. Un peu sans explication à donner là-dessus. C'est un changement de coach, si je me rappelle bien. Ouais, aussi. c'est ça, mais franchement, l'effectif était vraiment bon. Donc je comprenais pas pourquoi. Et puis ça s'est pas mal réveillé vers la fin, juste avant la trêve, où il y avait un enchaînement. C'était la meilleure équipe sur le dernier mois du championnat devant Salzbourg. Et puis ça, je me suis dit ils vont dominer la groupe relégation, et c'était pas si évident que ça. Ils ont eu du mal. Il y avait des matchs nuls, il y a des matchs où ils se sont compliqués la tâche tout seuls. Il y a eu énormément de matchs nuls. Donc moi j'étais assez déçu de ça. Écoute, pour l'instant je suis pas emballé par le mercato. Ils se sont fait voler 3-4 joueurs par l'Austria Vienne, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu James Holland, l'Autrichien au milieu de terrain, qui est pas mauvais. Ils ont perdu
perdu Marco Raduz en attaque et puis Andreas Bauer, je crois. Et je crois qu'il y en a un dernier, je me souviens plus. Mais ils se sont fait un peu piller par l'Austria Vienne. Et puis, il y a les rumeurs aussi de départ du gardien de l'ASK. Comment il s'appelle déjà? C'est Alexander Schlager, qui est annoncé un peu partout en Autriche. Tu sais, c'est cette fameuse valse des gardiens qu'on retrouve dans des championnats. Quand il y a un gardien qui s'en va, il y en a un autre qui reprend sa place, puis un autre qui reprend sa place. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que si ça se met en place, ce système-là, avec peut-être Philipp Kohn qui part de Salzbourg, ça va partir cette valse. Et puis, je pense qu'Alexander Schlager va partir. Mais ouais, non, pour l'instant, pas emballé par le mercato. Donc, on verra bien. Les matchs amicaux, c'est pas non plus trop ça. J'ai pas trop aimé. J'ai vu un ou deux résumés, je crois. C'est pas foufou au niveau du jeu. Donc, non, je suis pas forcément encore emballé. Ouais, ok. Je vais le garder pour l'Under. Mais je pense que c'est quand même bien de le garder. Ouais. Et tu citais tout à l'heure Wolfsberger. Et alors il y avait le serial scorer Sorare Michael Lindel. Ouais, exactement. Là par contre qui est parti en deuxième Bundesliga division. 2 quoi. Division Ouais. 2. C'est quoi? Je crois qu'il y a eu que 2 joueurs. Tu sais, en décembre, il y avait eu le top 100 des joueurs de l'année par Sorare où il y avait des éditions un peu spéciales. Et je crois qu'il y avait que deux joueurs autrichiens qui étaient dedans. C'est Michael Jendel et Jakob Janster. C'était ça. Le mec, c'était vraiment dans Sorare. C'est le top du top, ce joueur-là. Et puis 35 ans, pas renouvelé le contrat. On lui a proposé d'avoir un rôle à l'interne, donc vraiment d'arrêter sa carrière et de rejoindre le staff. Lui, il a préféré continuer à essayer de ouais, et puis il est vraiment top, ce joueur. C'est vraiment le super capitaine, quoi. Donc lui, il a affiché tout de suite ses objectifs, c'est de remonter en Bundesliga avec le club qu'il a rejoint. J'ai plus le nom. Ouais, moi non plus. Mais c'est vrai que j'ai vu un tweet là-dessus. De donner un dernier challenge à sa carrière, quoi. Voilà, exactement. C'est un super joueur, c'est vraiment dommage. Mais voilà, je pense que c'est compliqué. Il y a beaucoup ce système-là d'histoire d'amour avec des joueurs en championnat autrichien ou des joueurs qui restent vraiment longtemps dans des clubs. Et puis voilà, c'est compliqué. C'était peut-être l'année de trop pour ils estimaient Wolfsberger, mais quand tu vois un peu tout ce qu'ils ont perdu, le nombre de tu sais, il y a ce problème-là. Donc là, ils ont les 2 gardiens, Kofler et Koutin, qui n'ont pas été prolongés. Donc là, ils se retrouvent un peu. Ils ont recruté des nouveaux gardiens, mais il y a beaucoup de changements qu'on va voir si la Mainz prend dès le début du championnat, parce que c'est vrai que ils ont réussi à arracher des places européennes, mais c'était pas facile, quoi, cette deuxième partie de saison. Et puis j'ai vu un de tes derniers tweets où tu parlais, et tu t'en as tout petit peu parlé il y a quelques secondes, Mantel, Philipp Kohn. Alors c'est quoi la situation actuellement par rapport à ces 2 gardiens de Salzbourg? T'as Philipp Kohn qui a eu en fait une première apparition avec la Nati, donc l'équipe suisse, qui est un peu en concurrence d'ailleurs avec le gardien de Montpellier, donc Jonas Somlin, pour ce rôle de 3e gardien, 2e gardien de l'équipe suisse. Et voilà, il y a eu un coup de projecteur sur lui. Il y a eu des rumeurs Manchester United, il y a eu des rumeurs de départ en Bundesliga allemande au mois de mars, je dirais. Donc là, c'était vraiment quelque chose. Faut savoir qu'en fait, dans la hiérarchie, ils ont recruté Nico Mantel, qui est vraiment l'espoir allemand ultime. Voilà, le mec, il est, voilà, tous les journaux font que parler de lui. Pour lui, c'est le futur grand gardien dans le championnat, dans la Bundesliga, et puis peut-être même de la sélection allemande. Mais il a été recruté pour être numéro 1, et puis au jeu de la concurrence, il a perdu cette saison contre Philipp Kohn, et il n'a pas eu vraiment beaucoup de temps de jeu. Il y avait eu des rumeurs de prêt à la trêve hivernale, ça n'a pas été fait. Et puis là, voilà, lui, il veut du temps de jeu, il veut jouer. Il a la cote, il avait la cote pendant un moment en Eredivisie, donc le championnat néerlandais. Il avait la cote en 2e division allemande, qui est mine de rien un championnat où il y a, voilà, c'est des stades pleins, c'est des stades à plus dizaines de milliers de supporters, donc c'est quand même, et puis c'est son pays où il a là-dessus il aura la cote, une très bonne cote là-bas. Et puis en fait l'offre de prêt était refusée par Salzbourg parce que la mentalité là-dessus, alors qu'ils étaient vraiment ouverts à le laisser partir pour qu'il aille s'endurcir ailleurs, là non, on a dit non, il reste, et puis on va essayer de remettre cette concurrence là. C'est pour ça que moi hier j'ai mis ce tweet là, parce que plus on avance, plus je me dis il y a plus beaucoup de discussions sur le départ de Philipp Kohn, qui avait vraiment un bon de sortie pour le coup. Et puis je me dis plus on avance dans la préparation, plus c'est possible que les 2 restent, et puis que les cartes soient un peu rebattues à ce niveau là. Je pense que Philipp Kohn a toujours l'avantage, mais dans un championnat un peu plus resserré avec un enchaînement de matchs, c'est pas impossible que Nico Mantel ait plus de temps de jeu et soit amené à faire plus de matchs de championnat, peut-être des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de Coupe d'Autriche. Donc pour moi ce sera un peu l'enjeu de Salzbourg dans les prochaines semaines. Donc situation un peu risquée pour les détenteurs de Kohn pour le moment, quoi. Écoute, moi je l'ai racheté hier. Je l'ai racheté hier parce que pour moi la situation elle est beaucoup moins instable, enfin orientée vers un départ qu'il y a un mois. Et il y a une possibilité, c'est un petit pari que j'ai fait, où il y a une possibilité où il reste à Salzbourg, et puis vu que j'ai
deux, j'ai Nico Mentel et lui, bah voilà, j'aurai la rotation, ce sera à moi de gérer avec la petite chance des DNP, mais voilà, pour moi c'est un pari que je veux prendre. Ouais, en espérant que ça soit pas comme le cas Ospina-Meret il y a 2 saisons. Exactement. Quand Gattuso était l'entraîneur et puis quand même Donnarumma, Navas l'année passée. Bon, après on savait que c'était plus ou moins 2 matchs, mais voilà, c'est quand même pas facile, parce que moi j'avais les deux aussi bien à Naples qu'au PSG. Je les mettais vraiment dans les équipes All-Star, enfin celle sur laquelle je comptais le moins pour éviter justement un DNP. Donc j'espère que ça sera plus clair si les deux restent, en tout cas. Bah tu sais, c'est la discipline allemande, la discipline autrichienne. Ouais. Ça veut dire que le pattern il est beaucoup plus facile à trouver que les pays latins. Un italien qui qu'un argentin, voilà. C'est ça? Exactement. Donc tu joues 2 matchs et toi 1, donc c'est comme ça et puis tu peux partir là-dessus, quoi. C'est vrai que pour ça ils sont très très carrés et assez transparents là-dessus. Ouais, c'est un bon point là-dessus. Ça. Alors, pour terminer cette rubrique championnat autrichien, pour toi, les joueurs à absolument avoir dans sa galerie pour du SO5, pour être très compétitif. Je pense que on va se concentrer exclusivement quasiment sur le Salzbourg. Je pense que en gardien, ce serait, moi, je partirais plus sur, si on veut partir en U23, je prendrais le pari de Christian Fröschle plutôt que, il y a 2 autres gardiens U23 qu'on peut avoir en Autriche, c'est Niklas Edle du Rapid et Nico Mentel. Pour moi, c'est plus sûr que Christian Fröschle va être titulaire cette saison et peut être un très bon gardien U23. Pour la défense, moi, la classique, c'est Maximilian Wöber. C'est voilà, il a été prolongé, c'est le capitaine. Pour moi, c'est la base à avoir. Il sort du pool U23, donc voilà. Je t'aurais dit Oumar Solé, mais il y a le Torino qui s'est mis dans la danse pour le faire venir. Et puis vu qu'il y a Pavlovic qui vient d'arriver, je pense que Oumar Solé va partir. Sinon, il y a Grégory Vutric de Storm qui est très intéressant derrière. Au milieu de terrain, on est obligé de parler des 2 cracks de championnat qui sont vraiment les joueurs, les grands talents. C'est Nico Seiwald et Susic de Salzbourg. S'ils partent pas, c'est voilà, pour moi c'est le top du top. Je mets pour des budgets un peu plus accessibles. Il y a Ante Bajic qui a quitté Ried pour rejoindre le Rapid Vienne, qui peut être très intéressant. Il y a Jonas Auer, donc peut-être que la prochaine carte sera plutôt en défense, mais là il y a toujours cette carte milieu de terrain de l'édition 2021-2022. Et puis au niveau de l'attaque, moi j'adore Benjamin Sesko, pour moi c'est le futur grand talent qui sortira de Salzbourg. Et puis j'adore Jakob Janster qui, s'il reste, s'il a pas les appels de la MLS qui l'éblouissent trop, ce sera le top attaquant comme la saison passée. Sesko, je regarde, il est cher. Hein. Ah ouais, il est cher, il est je crois 0,2 en limited, s'il me semble. Ouais, je vais te dire ça tout de suite, ouais, c'est ça. Le prix plus bas c'est 0,2 et en rare on est à 1,5, donc c'est très très cher. C'est assez conséquent. Avec le risque aussi d'avoir un peu de turnover, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a Fernando qui est là, c'est Koita qui revient de blessure, donc il y a... Exactement. C'est ça qui est un peu compliqué avec Salzbourg, c'est qu'il y a de temps en temps quand même pas mal de turnover. Exactement. Écoute, merci pour toutes tes explications sur le championnat autrichien. Alors je te propose de passer au point suivant, le point d'actualité. Alors quelle actualité là ces derniers temps? Pour poser le cadre, donc il y avait les annonces, l'évolution du gameplay, où là toutes les semaines, tous les 3-4 jours, on a eu quand même des super belles surprises avec l'extension du free-to-play, les nouvelles divisions, il y avait le fameux Trickly, les underdogs, etc. Et puis alors il y a encore eu avec l'annonce de cette semaine, l'expansion encore pour augmenter en fait la base de managers qui veulent jouer gratuitement ou bien qui veulent jouer avec des très petits budgets pour s'acclimater, ou bien tout simplement parce qu'ils ont envie d'allouer un tout petit budget pour jouer au Sorare et sans plus. Donc je trouve ça vraiment personnellement très intéressant. Tu donneras évidemment ton avis là-dessus. Et puis la bombe d'hier, l'annonce du partenariat et aussi quand même de Nicolas Julia a dit qu'il a utilisé le mot investisseur aussi, donc comme quoi il a investi dans Sorare. Donc Kylian Mbappé, c'est pas mal quand même. C'est que ça quoi. C'est pas mal. Bon, ils avaient, je me rappelle, il y a une grosse année, ils avaient annoncé Van Aken, Van der Voort, qui sont surtout Van Aken, un des goats de Sorare. Avant évidemment l'extension à tout plein de ligues. Là, avoir Mbappé, voilà, c'est comme si tu avais LeBron James en NBA, mais LeBron James quand il commençait sa carrière, c'est-à-dire, enfin voilà, c'est juste exceptionnel. C'est pas un ambassadeur incroyable en fin de carrière, non. C'est une énorme visibilité. Un gamin de
même pas 23 ans, qui est considéré par beaucoup et à juste titre, je pense, comme le meilleur joueur du monde. Donc c'est juste incroyable et apparemment c'est pas fini. Parce que j'avais mis quelques commentaires hier et puis il y a quelques, je vais pas dire quelques copains, mais des gens avec qui j'échange pas mal de Sorare, ils m'ont dit avec un sablier du style, ils faisaient comprendre, j'ai absolument aucune info, mais ils faisaient comprendre que c'était pas fini au niveau des annonces. Teasing. Donc c'est Paul, ça, c'est Paul. Qui nous avait lancé un petit tweet avant. Et puis là, moi je l'ai félicité pour ce teasing, c'était pas mauvais. Voilà, exactement. Donc je me demande ce qui va arriver, mais là ils ont clairement passé la 2e, voire la 3e. Et toi, je voudrais avoir justement ton avis quand on avait échangé pour préparer cette émission et tu me parlais de, et comme tu l'as mis ici en introduction, ton évolution et vraiment tes connaissances au niveau de la communication digital marketing. Sorare a beaucoup été critiqué, je vais pas dire à juste titre, mais quand même un peu aussi. Il y avait une période où il y avait un silence intégral, il y avait plus de AMA, il y avait quasiment plus rien du tout, à part de temps en temps sur Medium, mais c'était vraiment très... trop bref, la communauté, il y avait de plus en plus de frustration de ne pas avoir assez de nouvelles de la team Sorare. Bon, parallèlement, ils ont continué à grandir, mais très fortement au niveau des équipes, chacun doit prendre sa place, etc. Mais là, on voit quand même clairement depuis 2-3 mois que ça va mieux, en tout cas au niveau du gameplay. Je pense qu'ils ont bien fait de se concentrer d'abord là-dessus, parce que pour beaucoup, Sorare, c'était inatteignable, il n'y a pas moyen, il faut d'office rentrer avec plusieurs milliers d'euros pour être compétitif. Là, avec l'évolution du gameplay, je trouve que voilà, ils tendent et c'est toujours pas fini, donc c'est ça qui est bien, c'est essayer d'embarquer à l'écoute de la communauté aussi, hein. Ouais, c'est beaucoup de changements à l'écoute de la communauté, c'est ça qui est fort, c'est que on peut se baser sur ses acquis, mais là je trouve qu'il y a pas mal d'évolutions qui sont en lien avec les demandes les principales demandes qu'on pouvait retrouver sur les principaux réseaux, donc c'est super intéressant et tout à fait à leur honneur. Ouais. Et puis on verra bien comment ça va évoluer. Mais quel est ton avis justement par rapport à cette communication et de Sorare? Bah écoute, moi ça me fait marrer parce qu'à chaque fois que j'écoute ton podcast, il y a toujours ces personnes qui parlent de cette fameuse courbe Sorare Data pour savoir le nombre de personnes qui ont une carte dans Sorare, le nombre de personnes qui ont eu la possibilité de jouer une équipe en SO5. Moi je suis voilà, moi j'ai un autre, j'aime beaucoup cette courbe là, mais moi c'est ma déformation un peu de mon passé d'auditeur et ma passion pour les réseaux sociaux. Moi j'ai cette analyse là, mais un peu pour les réseaux sociaux de Sorare qui sont pour moi un indicateur qui est assez significatif. Si tu prends un peu la vision globale, Sorare ils sont présents sur 2 réseaux sociaux principalement, Twitter et Instagram. Ils ont une page Facebook mais qui est très peu alimentée. Tu peux remarquer que si on réfléchit un peu le projet Sorare, donc le projet NFT lié avec des crypto-monnaies, des trucs comme ça, je pense qu'on peut retrouver la principale audience, l'audience spécialisée, c'est une audience qui utilise beaucoup Twitter. Quand tu regardes un peu les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a vraiment ce différentiel là au niveau de la communication. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, il y a plus de 100 000 abonnés sur Twitter et 50 000 abonnés sur Facebook. Si tu regardes un peu, tu vas un peu plus loin, tu sais que Twitter communique, il y a à peu près 210 millions d'utilisateurs actifs. Instagram c'est 2 milliards, Facebook c'est 2,9 milliards. C'est pour poser un peu les bases de tout ça. Donc là en fait on se rend compte que le choix de développer son activité et sa communication de manière beaucoup plus intensive sur Twitter, il est pas anodin, parce que dans les utilisateurs qui vont avoir Sorare, les principales personnes qu'on va cibler, la première phase de développement, on va cibler les personnes qui ont une sensibilité crypto-monnaie, une sensibilité NFT, une sensibilité investissement, et qui sont principalement sur Twitter. Donc cette phase-là, on remarque que c'était vraiment quelque chose d'intéressant, et il y a eu un développement qui a été très important. Je pense que si je regarde un peu mes chiffres, sur Twitter, il y a eu une base, en 2021, ils ont gagné 63 000 followers, ça fait un peu plus de 5 000 par mois. Puis là, en 2022, on est sur un rythme qui est un peu plus bas. Je crois qu'en début juin, on était à plus 25 000. C'est une moyenne qui descend un peu. Si tu regardes sur Instagram, la moyenne elle était beaucoup plus basse puisqu'ils ont que 50 000 abonnés. Donc ça veut dire que là, je crois qu'en 2021 c'est ça, plus 25 000. Donc c'était plus 2000. Si tu me fais la comparaison, Twitter, bah voilà, il gagnait presque 2 fois plus d'abonnés qu'Instagram sur la période 2021. Et puis tu rends compte que cet écart-là, il tend à se réduire. Ça veut dire que Twitter gagne toujours plus d'abonnés par mois que Instagram sur leurs réseaux sociaux de Sorare. Mais on réduit. Et puis là en fait, on vient de passer la base où ils gagnent plus d'abonnés sur Instagram que Twitter. Alors
Alors l'annonce d'Mbappé a un peu changé les cartes, rebattu les cartes parce que il y a eu un concours qui a été mis en place et qui a fait que voilà, pour gagner des cartes limited, je crois ils l'ont pas fait sur Instagram, et donc du coup ça a amené voilà un boost d'abonnés énorme entre hier et aujourd'hui, où ils ont gagné un peu plus de 6000 abonnés sur Twitter. Alors ça fait un peu peur de regarder, voilà, de se dire le gars il a compté toutes les stats Instagram, Twitter, tout ça, c'est fou, ça sert à quoi dans Sorare, mais en même temps ça te montre un peu comment la stratégie de communication qu'ils peuvent avoir. Là je pense qu'ils ont commencent à atteindre le plafond sur les utilisateurs qui ont un passé et qui ont un intérêt pour l'univers Sorare qui touche donc les crypto-monnaies, les NFC, les choses comme ça, l'investissement, les choses comme ça. Et là l'enjeu ça va être le développement sur une toute nouvelle tranche de population, la population qu'on peut voir quand il y a l'annonce de Mbappé, en disant tu vois, les commentaires qu'on a pu voir, c'est ouais, mais le gars il nous a fait tout un pataquès il y a un mois par rapport au jeu d'argent, au paris sportif, et puis il se met sur un truc de crypto-monnaie, c'est quoi ça, le mec c'est un vendu, des choses comme ça. Et c'est cette population là qui a pas du tout de lien avec cet univers là, qui a même presque la peur, parce que le principal frein du développement de Sorare, c'est l'investissement financier, c'est la peur d'investir de l'argent dans un projet où on n'a pas forcément de visibilité parce qu'on s'y intéresse pas forcément. Et donc les enjeux pour Sorare, c'est pour ça que moi je pense que ça va être la deuxième phase, c'est comment se développer dans cette communauté là qui n'a pas vraiment de lien dans l'univers crypto-monnaie et qui est à convertir à 100%. Et c'est pour ça que quand tu te rends compte, tu reprends les nombres d'utilisateurs actifs de manière généralisée dans le monde, et en fait le gros enjeu ça va être le développement sur ces nouvelles plateformes. Ça veut dire si tu veux toucher le secteur asiatique, Facebook par exemple c'est 2,9 milliards, donc presque la moitié d'utilisateurs asiatiques. Donc tu vois là la page Facebook, je sais plus, ça fait longtemps que je suis pas retourné, mais je crois qu'il y a moins de 10 000 abonnés, tu vois, c'est complètement mis à l'abandon. Pourtant si tu veux toucher un secteur asiatique, tu seras presque obligé de passer par là. Si tu veux toucher l'univers asiatique, tu seras obligé de te développer sur TikTok. Si tu veux toucher un univers qui sort un peu du système européen et franco-français, tu vas être obligé de te développer sur Instagram. Tu vas devoir ouvrir tes axes de communication. Et là donc ça va être une stratégie qui sera beaucoup moins orientée interne, parce que si tu prends toute la communication de Sorare, toi en tant qu'utilisateur, t'es le plus heureux du monde parce qu'on communique sur les nouveaux gameplays, sur les nouvelles cartes. Il s'adresse clairement à la communauté, quoi. Exactement. Mais tu vois quelqu'un de lambda, tu te mets quelques années en arrière, puisque je sais que t'es un utilisateur presque de la première heure, tu débarques comme ça sur le réseau social de Sorare. Tu vois l'annonce Mbappé, tu dis c'est quoi ce truc, où est-ce qu'il met les pieds? Puis là tu descends sur Instagram, tu vois des cartes, tu vois des notes, mais il y a rien qui t'explique où est-ce que tu mets les pieds. Il y a rien en fait, on va y avoir presque un tuto de quelque chose, on va t'expliquer comment ça se passe Sorare, où est-ce qu'on va t'amener. On capte l'audience sur les réseaux sociaux, comment après tu l'amènes, le chemin de conversion, comment tu l'amènes sur Sorare. Et c'est pour ça, c'est les gros enjeux qu'il va y avoir, où ils font d'énormes pas. Là, l'annonce d'Mbappé, elle est super bien annoncée, c'est génial, mais il va y avoir des très très gros enjeux sur la communication pour sortir du système où la grosse locomotive des réseaux sociaux de la communication c'est Twitter, ou le Discord comme on a pu avoir. Et il va falloir ouvrir avec des nouvelles techniques de communication, nouvelles techniques de marketing. Moi, il y a un gros point que je soulevais un peu avec toi, c'est les plus grandes entreprises, les plus grands clubs de foot, ils ont de la communication dans la langue principale. Le Real de Madrid, tu vas avoir une communication en espagnol, c'est le compte principal, ce sera en espagnol, mais t'as des comptes tiers officiels qui font de la communication en français, en anglais, dans les langues asiatiques. Et en fait ça permet que tu perdes pas l'audience, parce que là si tu te mets sur le compte Twitter de Sorare, c'est très bien qu'ils aient des partenariats avec les clubs espagnols, tout ça, mais quand tu vois dans ton feed Twitter le retweet du tweet du Real Betis, si toi t'es un peu intéressé, tu vas aller au moins regarder, mais c'est pas ta langue, tu vas pas aller t'amuser à faire traduire le tweet à chaque fois. Donc pour moi ce sera un des axes d'amélioration, tu vois. Est-ce que ce sera, et un des axes de réflexion, c'est que ma réflexion à moi, je pense qu'ils savent très bien où est-ce qu'ils mettent les pieds, mais pour moi tu vois, si je tombe sur ils ont des partenariats avec des clubs de partout dans le monde, alors ça va être comment? Ça veut dire que tu vas avoir des tweets en allemand, en espagnol, en chinois, en japonais, et puis tu vas t'y perdre, et puis la personne qui est pas forcément à l'aise avec les langues, à minima avec l'anglais, c'est pas comme ça, l'expérience utilisateur est pas optimisé, tu vois. Donc il y a plein de points, et puis moi c'est après j'ai beaucoup plus d'expérience sur Instagram, il y a plein de points qui sont optimisables pour vraiment que Instagram devienne une locomotive pour le développement de Sorare. Et qu'est-ce que tu feras d'après ton analyse? Je te suis là au niveau de Twitter, c'est vrai, clairement il s'adresse à la communauté. C'est vrai, soit avec des retweets ou soit spécifiquement en anglais, à part les collaborateurs. Je prends l'exemple de Paul qui poste de temps en temps des choses, il le met parfois où il répond en français, il répond soit en anglais, soit en français. Mais ta remarque est tout à fait pertinente dans le cadre où ils ont envie d'embarquer, c'est la volonté de Nicolas Julia de Sorare d'embarquer 1 million voire plus d'utilisateurs, et c'est vrai que pour aller chercher ce 1 million voire plus d'utilisateurs qui sont fans de foot, il faudra évidemment démocratiser l'accès
la blockchain, aux NFT, etc. Je sais pas si tu as vu quelques retours, quelques tweets qui ont été postés, des avis de parfois de gros comptes, il y a même l'Afterfood RMC, etc. où voilà, ils comprenaient pas trop, et c'est gentil, hein, c'est un euphémisme, je dis, ils comprenaient pas trop la décision d'Mbappé de ne pas, comment dire, lier son image au paris sportif, mais par contre, ah ouais, mais là il est d'accord de devenir ambassadeur de Sorare, alors que c'est aussi un jeu d'argent. Enfin là, tu sens vraiment, enfin moi c'était vraiment mon avis hier, c'était waouh, la marge de progression, premièrement, est énorme. Parce que tu vois qu'on est vraiment encore très loin d'atteindre le mainstream concernant les NFT. Après, t'as des projets complètement pourris et je comprends la majorité des gens. Et honnêtement, moi, ça a été aussi mes premières impressions. Je dis mais comment est-ce que c'est possible que les CryptoPunks et les CryptoCats se vendent à des prix complètement dérisoires pour une image pixelisée et voilà et qui n'ont aucune utilité. Et là, c'est vrai que dans la tête de beaucoup de gens, les NFT, c'est ça. Tu peux vendre des rochers, il y a les fameux rochers aussi, ou maintenant plus connus, les fameux Bored Apes et Desperate Apes Wives aussi, etc., où les gens disent mais c'est complètement débile. Et là, c'est n'est que de la pure spéculation. Et puis malheur au dernier qui aura ça entre les mains, parce que les prix vont se cracher. Je prends l'exemple là qui me vient en tête du fameux premier tweet qui avait été acheté pour je sais pas combien de millions de dollars, et là le gars pensait faire une super plus-value, puis finalement il l'avait mis aux enchères et il a même pas obtenu 5000 € si j'ai bonne mémoire, donc finalement il a décidé de le garder. Donc dans la tête des gens c'est ça. Et puis la plupart des médias aussi, quand ils parlent d'NFT, ils prennent ces exemples complètement délirants, et après c'est difficile pour monsieur madame tout le monde de faire la part des choses et de se rendre compte que finalement Sorare, voilà, les cartes, il y a le côté collectible, il y a le côté fan, il y a aussi la possibilité grâce à ces cartes de gagner des expériences, de voir des matchs dans des stades, des choses comme ça. Il y a le côté collection, on peut collectionner comme un peu les cartes Panini, quoi, hein, un album ou bien son joueur, plusieurs variantes de ses joueurs préférés ou de son club préféré. Je sais pas quelle est ton impression par rapport à ça. Qu'est-ce que devrait faire d'après toi Sorare pour essayer de démocratiser ça? C'est quand même un sacré challenge, je trouve. Pour moi, là, la réflexion, pour l'arrivée de Kylian Mbappé, je pense que faut pas se voiler la face, il y a un aspect financier. C'est d'autant plus intéressant quand il y a la mention du fait que c'est un investisseur. Je pense que cette dimension financière, il l'avait tout autant, voire beaucoup plus avec les paris sportifs. Moi, là, ce que j'ai vu passer, et je partage cet avis, c'est que pour toi, depuis que tu joues à Sorare, combien de matchs de foot tu regardes tous les week-ends? Beaucoup plus qu'avant. Exactement. Vraiment, et je pense que c'est ça la réflexion. Et je pense que c'est ça la réflexion. Comment comment à l'heure actuelle, il y a le développement des plateformes médias comme Netflix, des développements des plateformes de jeux vidéo comme Twitch, de diffusion de jeux vidéo, t'as le développement de YouTube. Comment le foot il garde une place là-dedans? Et puis on le voit, c'est un des enjeux financiers pour les clubs et pour les joueurs indirectement après, puisque c'est ça qui paye leur salaire. C'est comment maintenir, on a l'exemple le plus flagrant, c'est en France, maintenir des partenariats avec des groupes télévisuels qui permettent de garantir un certain niveau financier, qui permet à l'après de garantir un certain niveau du championnat. Voilà, tout est lié. Et je pense qu'il a très bien compris ça, c'est que si tu veux intéresser les gens, si tu veux garder ces gens-là, c'est beaucoup plus intéressant de leur proposer quelque chose où ils ont un intérêt au-delà du côté fan de l'équipe pour regarder le match. Ça veut dire que si toi t'as ton joueur dans Sorare, moi je regardais déjà quelques matchs avant du championnat autrichien, mais principalement des matchs, les gros derbys, les gros matchs ou les matchs européens. Je me suis pas amusé à regarder des matchs du championnat autrichien comme ça tous les week-ends. C'est grâce à Sorare que je suis venu là-dessus. Donc pour moi c'est cet enjeu-là qui est au-delà de l'aspect, il y a le web 3.0 qui est on est à un tournant peut-être là-dessus sur les entreprises de demain, des choses comme ça. Et sur ce côté-là, comment faire perdurer, comment faire évoluer le foot, c'est un peu, on est peut-être à un tournant où les personnes jouent sur leur ordinateur, sur leur téléphone, elles vont peut-être regarder aussi des matchs sur leur ordinateur et le téléphone. On est peut-être sur une transition où les gens vont quitter la télé pour aller vers des choses beaucoup plus pratiques, donc le téléphone mobile, l'avoir dans sa poche et pour regarder le match où on veut. Je pense que c'est dans le foot, c'est un des enjeux, comme on aurait pu avoir peut-être la transition de la radio vers la télé, tu vois, de la diffusion radio, uniquement radio ou écrite à une diffusion télé. Voilà, c'est des transitions qui vont faire continuer à vivre
ce sport que tout le monde adore. Et puis je pense que c'est ça, au-delà du côté financier, c'est une des points qui peut être très intéressant pour lui. Et des solutions que tu pourrais proposer, voilà, pour casser cette image de... Ouais. Non, tu serais devant Nicolas Julia, qu'est-ce que tu lui dirais au niveau des optimisations que tu entrevois pour améliorer justement et étendre leur influence, et puis que ça devienne mainstream, que quand on dit Sorare, on dit mais c'est quoi ce truc-là, parce que ça soit un peu plus connu. Bon, ça passe évidemment, le partenariat avec Mbappé aide grandement, mais au niveau vraiment de la com, de ce en quoi tu es expert, c'est-à-dire la communication, qu'est-ce que tu dirais? Moi je trouve qu'il faudrait axer sur l'expérience utilisateur et la première expérience utilisateur de la personne. Ça veut dire que Twitter c'est un outil génial pour Sorare, parce que si tu as un utilisateur un peu expérimenté de Twitter, tu peux trouver toutes les informations que tu as envie de faire, voilà. Mais moi c'est pour ça que j'ai créé un Discord. Si tu mets un tweet, la personne va pas avoir le réflexe d'aller redescendre, la grande majorité des personnes de redescendre peut-être une semaine, 2 semaines en arrière pour chercher dans la masse de tes tweets le tweet qui va l'intéresser. Donc c'est pour ça, c'est un peu les limites de Twitter. Donc là il faut que on arrive sur les espaces de communication digitale et qu'on retrouve l'information principale pour les premiers utilisateurs le plus facilement possible. Un exemple tout bête, quand tu vas sur Instagram, tu as un espace qui s'appelle les stories à la une, et c'est quand tu ouvres le profil, c'est des vignettes qui sont à la ligne avec des thématiques que tu peux regrouper, où tu enregistres en fait des stories que tu as publiées, parce que les stories elles ne sont visibles que 24 heures sur ton profil, et tu peux les enregistrer dessus pour avoir justement de la visibilité sur ce contenu au-delà de 24 heures. Et là ça pourrait être un formidable outil où tu divises l'inscription à Sorare en 5 étapes et tu retrouves tes 5 étapes en story à la une sur Instagram. Un truc tout bête, mais dans le fonctionnement des réseaux sociaux, Twitter et Facebook, c'est des réseaux sociaux où en fait comment tu as de la visibilité sur tes publications, c'est quand une personne de ton cercle rentre en interaction avec du contenu. Donc toi, si tu as dans ton cercle proche quelqu'un qui like une publication de Sorare, il y a une possibilité que ça rentre dans ton interaction avec ton fil d'actualité. Donc ça c'est pour Facebook et Twitter. Pour Instagram, c'est pas du tout pareil. Si une personne va commenter une publication sur Instagram, c'est pas ça qui va faire que cette publication va venir dans ton fil d'actualité, parce que tu vois que les choses que tu suis. Donc en fait Instagram ça marche par le côté en fait l'intérêt que tu vas avoir pour une thématique. Et donc tout ça, l'algorithme il fonctionne de manière un peu différente. Ça veut dire que au-delà du fait que toi tu vas avoir un intérêt, peut-être si ton contenu est identifié comme du contenu de foot, tu vas avoir naturellement du contenu foot qui va venir à toi. Mais aussi il y a le côté, si tu follow cette personne et que cette personne rentre en interaction, il y a une possibilité que toi aussi tu sois passionné par ce compte là. Et donc en fait tout ça fonctionne comment? Ça fonctionne par l'interactivité. Et donc typiquement tes publications, pour booster l'interactivité, c'est mettre en avant l'avis des utilisateurs. Comment tu fais tes publications? Déjà ça passe aussi par un souci de langue, parce que si tu veux que tes personnes rentrent en interaction, il faut qu'elles parlent la même langue, tu vois, si ta communication elle est en anglais et que t'as le gars qui est perdu au fin fond de l'Espagne, au fin fond de la France, qui parle pas un mot d'anglais, il sera pas forcément motivé à aller commenter une publication. Mais si toi à la fin de tes publications tu ouvres débat, tu termines tes publications par une question ouverte où tu demandes l'avis des personnes, tu prends le temps, le community manager prend le temps d'aller commenter les publications, de vraiment mettre en avant l'avis de tous, dans la mesure du s'il faut pas répondre non plus forcément à tous les commentaires, mais tu boostes un peu cette interactivité là, ça va faire naturellement gonfler en fait la visibilité de tes publications. Et puis au-delà de ça, comme on l'a dit, tu l'as très bien dit, le principal frein de Sorare c'est l'argent, et l'argent, l'investissement et du coup la confiance qui en résulte. Comment tu boostes ce manque de confiance? Il faut expliquer par des phrases simples, par des vidéos simples. C'est là où le rôle, c'est là où ils ont très bien compris. C'est pour ça que Torque et The Noob par exemple sont devenus les ambassadeurs, parce qu'ils sont une grande visibilité et la porte d'entrée pour les personnes dans Sorare. Grâce à leurs vidéos YouTube, grâce à leur live, tu vas apprendre comment jouer à Sorare, et c'est presque ça qui joue le premier rôle pour les premiers utilisateurs. Et tu vois, je sais pas si t'avais vu passer, Sorare avait invité beaucoup d'influenceurs à venir voir le match Bayern Dortmund, je crois en fin de saison de Bundesliga. Puis il y a eu d'autres matchs comme ça. Quand tu regardes les communications qui ont été faites autour de ça, de ces influenceurs, t'as le résumé du voyage, et puis remercie Sorare pour tout ça. Puis t'as peut-être un peu en disant moi regardez ce joueur là je l'ai dans Sorare, et puis il m'a mis il a eu 60 dans le jeu, ça m'a fait que j'ai gagné une T3. Mais il n'y a pas eu une vidéo avant, tu vois, qui explique regardez j'ai joué à Sorare, j'ai gagné, puis t'expliques vraiment comme ça. Puis il y a un autre point, c'est t'as des ambassadeurs comme Kylian Mbappé, mais t'as Antoine Griezmann. Ça c'est reprendre un peu le système qu'on pourrait avoir dans les idées peut-être nouvelles compétitions. C'est tu retrouves vachement ça dans FUT, c'est affronter l'équipe de ce joueur. Tu pourrais faire une petite vidéo, tu vois, tu vas à l'Atlético Madrid, tu prends ta petite caméra, tu prends Nicolas Julia et Paul, prennent une petite caméra, un petit micro, ils vont voir
Antoine Griezmann, ils disent bah voilà, la Game Week 320, il y a ces matchs-là, toi tu sais quoi ton équipe que t'alignerais en All-Star. Et puis tu pourrais imaginer une compétition dans Sorare où pour rentrer dans les points, il faut battre le scoring de l'équipe d'Antoine Griezmann. Et puis tu dis que les 20% meilleurs ils gagnent une T3, puis les 8% ils gagnent une T2. Et puis tu vois, tu réfléchis à des compétitions comme ça. Mais en même temps, comme ça, comment tu convertis après ces personnes-là? Tu vois, si tu fais une interview de Kylian Mbappé, bah la personne elle va avoir de l'intérêt. Comment tu développes le chemin de conversion? La personne elle va arriver sur Sorare et après c'est quoi? Débrouille-toi, instruis-toi par toi-même. Puis voilà, il faut continuer à l'accompagner la personne pour qu'elle ait l'expérience de Sorare la plus complète possible. Et donc c'est des idées comme ça, mais je pense qu'il y a aussi, il faut prendre en compte. Ça, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui le font, pas mal d'influenceurs. Bah, exactement. Je prends moi, je presse pour ma paroisse, Média Sorare aussi, on accompagne les nouveaux inscrits, on essaie de les conseiller, etc. Voilà, c'est des petit à petit, mais là c'est vraiment essayer. Je pense que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis. En fait, Sorare, pour essayer d'atteindre et pour essayer de faire vivre justement l'interaction et la communication, il faudrait finalement qu'ils aient un community manager dans chaque langue, je veux dire majeure, style allemand, anglais, français, espagnol. C'est un exemple, ouais, ça. Exactement. Ouais, japonais, et qui soit vraiment dédié à la gestion, enfin un vrai community manager quoi, qui gère les alors ils ont déjà des très bons, hein. Je pense qu'ils sont plusieurs. Je crois que c'était Dan qui est le community manager de Sorare. Et encore une fois, je mets là parce qu'on a l'impression que quand je dis ça, il y a tout qui est à refaire, mais ils font de l'excellent travail, et pour être remonté jusqu'au début, ils font de l'excellent travail depuis le début. Et je pense que tu sais, on avait aussi cette réflexion, on avait pas mal d'utilisateurs, et puis même pendant là le petit creux février, mars, avril, qui disaient bah ouais mais ça y a rien de communication, la communication elle est mal faite. Ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus, mais je pense que ça suit un rythme qui correspond aussi au développement de l'entreprise. Ça veut dire qu'ils veulent pas mettre tout d'un coup. Exactement. Donc c'est aussi impossible. Et là c'est facile de dire voilà, de montrer les choses qui seraient améliorées, mais on n'a pas tous les enjeux qui sont derrière. Donc voilà, jusqu'à hier on savait pas qu'Mbappé allait arriver, donc peut-être qu'ils attendent des annonces comme ça pour envoyer vraiment là-dessus. Mais au-delà par exemple, l'exemple des langues, c'est l'exemple le plus flagrant, mais c'est aussi le développement sur tous les réseaux sociaux. Tu vois pourquoi Facebook il est pas mis en avant? Alors oui, il y a pas de jeunes sur Facebook, il y a une communauté qui est beaucoup plus vieillissante. Mais pourtant, quand tu regardes, si toi ton objectif c'est de te développer, les marchés asiatiques, ils sont forcément des marchés ultra importants pour toi. Quand tu vois le nombre de personnes, le nombre d'utilisateurs dans le monde qui utilisent Facebook en Asie, presque la moitié sur quasiment 3 milliards, bah tu dis, t'es un passage obligé. Et à l'heure actuelle, ils publient les publications génériques qu'on a sur Twitter et Instagram sans accompagner, sans adapter à Facebook. Il n'y a pas de compte TikTok sur Sorare, tu vois. Alors oui, moi j'ai 27 ans, avec mon métier, je suis un peu habitué. Je sais pas quel âge t'as Mehdi. Est-ce que toi tu utilises TikTok? Mais si tu vas voir les utilisateurs de demain. Et je t'avoue que j'ai TikTok, mais je l'ouvre quasiment jamais. Voilà. Et ok, c'est pas les utilisateurs que tu vas avoir maintenant, parce que il faut réfléchir en termes de pouvoir d'achat. Ça veut dire que un utilisateur qui sera naturellement beaucoup plus jeune en moyenne sur TikTok, il a pas les capacités de se développer sur Sorare, parce que il y a peut-être initialement, c'est peut-être plus du tout vrai maintenant, parce qu'avec l'entrée qui est facilitée maintenant, mais voilà, c'est peut-être pas l'utilisateur cible que Sorare va viser initialement, mais c'est peut-être l'utilisateur qui va se développer après avoir vu et revu ses joueurs de foot préférés, ses influenceurs préférés rentrer en interaction avec Sorare. C'est peut-être un truc dans 3 ans, le gars il s'est dit bon putain, j'en ai bouffé pendant 3 ans, je pouvais pas rentrer. Ce sera peut-être le gars qui va rentrer à ses 20 ans et qui va commencer à se développer. Donc c'est toute une stratégie en fait globalisée, parce que c'est ce que veut faire Sorare en fait. Quand t'as des objectifs qui sont chiffrés, qui sont annoncés, quand t'as des recrutements avec des personnes ultra compétentes, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire, c'est une communication et un développement globalisé. Donc c'est une réflexion comme ça. Et puis encore une fois, moi je pense que on peut pas tout envoyer d'un coup, et je pense qu'il y a un calendrier très précis, ils sont très bien organisés là-dessus, et on va avoir de la communication qui va suivre en fonction des annonces. Il y a eu un arrivage de personnes qui doivent aussi s'adapter à un nouvel environnement. Voilà, exactement. Et puis voilà, ça va. Il y a un temps d'adaptation. Non, c'est sûr. Et surtout, mais il y a des axes d'optimisation qui sont énormes, quoi. Ouais, et surtout quand tu passes de 10 employés, enfin c'est pas la première fois que je le dis sur le podcast, à quasiment 200, ou allez, plus de 100 en tout cas pour le moment. Très juste. Ouais. C'est juste, voilà, ça se fait pas un coup de mouvement, c'est absolument impossible. Il faut du temps. Et puis ils ont engagé, on ne rappelle plus du nom maintenant, mais quand même une pointure au niveau communication. Donc il faut c'est clair. Au niveau design. S'imprègne, voilà, c'est ça. Et puis ensuite, il y a un plan qui doit être posé, engager les bonnes personnes, et puis voilà. Mais c'est vrai par rapport. Mais ils sont dans le juste. On parlait de TikTok et tout. J'écoute pas mal de podcasts sur business, communication, et aujourd'hui, c'est clair. Toutes les entreprises qui veulent exister, qui veulent s'étendre un maximum, elles doivent être absolument sur tous les supports, dont TikTok, qui est le réseau qui
qui a connu une croissance fulgurante et il n'y a plus aucune société digne de ce nom, enfin vraiment, qui a les moyens aussi de le faire, qui n'est pas sur TikTok. Donc je présume que c'est dans les plans de Sora. Ouais, et puis tu vois, moi j'ai dû m'y mettre aussi pour mon boulot là dans le hockey, j'ai dû créer tout ça, c'est des trucs tout nouveaux, mais voilà, et puis je crois que c'est ça. Enfin, c'est l'algorithme est totalement différent. Enfin, j'ai écouté ultra agressif, très intéressant, ouais, tout à fait. Ouais. Et puis là, t'as quoi? Mais je crois que t'as quasiment 1 milliard d'utilisateurs de 18 ans ou plus. Ça te donne l'idée, si on reprend toujours pareil les chiffres de Twitter, qui est le principal réseau actuellement de Sora, de 117 millions. Tu vois toute la marge de progression, l'éventail de progression qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que moi, c'est pour m'y intéresser vraiment, c'est pour ça que je suis assez optimiste toujours dans le projet de Sora, parce que je me dis, ce n'est que le début, même maintenant encore, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est une belle conclusion pour ce sujet. Écoute, on va attaquer la dernière partie, le questionnaire pour l'invité. Alors pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de questions de followers parce que il te pose des questions directement, il te tag sur Twitter, tu y réponds rapidement, donc quand ils ont besoin, ils appellent Allo Sora Austria. Donc c'est plus un questionnaire par rapport à ton joueur préféré, par exemple dans la vie réelle et sur Sora. Je présume un Montpellierin ou pas. Alors non, je vais remonter peut-être à un joueur préféré dans l'enfance. Moi, j'adorais Djibril Cissé. C'était le drame de ma vie quand il y a quelques années, il a pas pu venir à Montpellier en fin de carrière. J'aurais adoré avoir mon maillot floqué de Montpellier floqué Djibril Cissé. Puis là, non, un petit Montpellierin. Moi, j'adorais, comme mon nom sur Sora l'indique, j'adore Benjamin Stambouli, tous ces Montpellierins, Olivier Giroud, Cabella, Belanda, qui ont porté le club jusqu'au titre de champion de France. Il y a 10 ans maintenant. C'était l'année de la 10e année. Stambouli joue maintenant en Turquie. Il était passé par Schalke, je crois. Exactement, il a fait Tottenham, PSG, Schalke et il a joué maintenant. Il joue en Turquie. C'est le même club que Belanda. Le nom m'échappe et je pense que je me lancerai pas sur la prononciation parce que j'ai vexé une partie de ton auditoire. Ton plus beau résultat jusqu'à présent? Alors, je crois que j'ai fait top 30, un peu plus en U23 vers la fin de la saison avec poule 100% autrichien. J'ai eu un mauvais choix de capitaine. Je crois que j'avais mis Okafor capitaine. L'équipe c'était Philippe Cohn, Max Vaubert, Nico Seiwald, Okafor, Adeyemi. Et je crois que s'il avait mis c'était mes chouchous. Et si j'avais mis Adeyemi capitaine, je pense que je montais dans le top 15 et j'avais la star. Mais c'était j'avais vibré devant ce match. C'était, je crois, quand ils ont mis 5-0 à je sais plus quelle équipe, c'était top. Très bien. Alors le club de Stambouli, c'est Adana Demirspor. Voilà. Ah, ça va, c'était pas le plus dur. Non. Ta plus belle récompense? Écoute, moi j'ai eu un petit intérêt là sur la fin de saison sur ça correspond avec la sortie des nouvelles compétitions. La spécialiste c'était top et je me suis spécialiste limited. Je me suis replongé dedans à regarder, à sortir un peu du championnat autrichien, à regarder les petits gars juste en dessous de 40. Bref, c'était top. Et j'ai eu Shuto Abe en rare, je crois. Donc un joueur je crois au Japon. Et moi, justement, quand j'ai fait le top 30 en U23, je crois que j'ai eu Ko Zeitani, je crois que c'est comme ça qu'on dit, un gardien U23 au Japon. Ouais. Exactement. Et puis je crois que c'est Deglingo qui en parlait récemment, là, ces jeunes pépites asiatiques dont il est friand. Ouais, tout à fait. Qui est prêté, où est-ce qu'il joue encore Ko Zeitani? Je sais qu'il est prêté. Je crois que c'est à Tokyo, non? Deuxième par Gamba, je pense. Ouais. Et lui, il joue à Shonan Bellmare. Ah, ok, bon, rien à voir là. Alors on était dans le up, dans le down. Ton plus gros coup de poisse jusqu'à présent? Alors j'ai eu des achats où j'ai perdu un peu, mais je crois que si on le lit pas forcément à Sora, mais vraiment le côté foot, c'est la blessure de Sesko juste avant la reprise là, du championnat autrichien. Mais vraiment il marchait sur l'eau, c'était impressionnant pendant la préparation. Et puis Adeyemi ça allait un peu moins bien, je me suis dit putain c'est son moment, ça va être ouf, je vais avoir des notes dingues. Et puis en plus j'en avais 3 parce que je voulais faire de l'achat-revente avec. Et puis il se blesse, le match de coupe contre Ried, vraiment j'étais au fond du trou, j'étais dégoûté. Bon j'ai quand même eu une belle plus-value, mais c'était vraiment, j'étais dégoûté pendant au moins une semaine à cause de ça quoi. Ah ouais carrément. Ah ouais non là je te jure pour moi c'était la consécration de mon analyse autrichienne, c'était le mec qui allait percer deuxième partie de saison. J'en étais sûr, j'allais prendre Benef sur les deux que j'avais achetés en rab et j'allais m'éclater avec lui en SE5 et puis que dalle quoi, il se blesse, il revient en fin de saison, il joue pas.
fois, et puis voilà quoi. Malheureusement, ça arrive, ça fait partie du jeu. Alors, les 3 onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur Sorare. Sorare Data, c'est triché si on dit? Non, je pense que Sorare Data, ça compte triché. parce que c'est triché. triché. À part Sorare Data, c'est obligé. Tu peux pas être sur Sorare Data et Twitter, faire tes on enlève sans être sur Sorare Data. Exactement. Et puis même tout maintenant, tout passe par Sorare Data. Il faut leur faire un gros coup de chapeau là-dessus parce que c'est un outil exceptionnel. Maxime qui était passé là, l'évolution de Sorare Data depuis qu'il est passé à aujourd'hui, c'est juste incroyable. Avec les alertes, enfin, c'est fou. On va garder la thématique. Moi, j'utilise du coup énormément Social Blade pour mes analyses sur le. Alors, c'est pas du tout dans Sorare, mais mes analyses sur les réseaux sociaux. Si vous voulez suivre un peu l'évolution d'une entreprise, tout ça, c'est l'outil qu'il faut utiliser, Social Blade. Et puis, si on reste sur le foot autrichien, moi, j'aime beaucoup les médias locaux. Il y en a un qui s'appelle Laola, qui est vraiment très bien. Donc, Laola. Si vous faites l'outil de traduction sur Google, vous arrivez à vous sortir à peu près. Bon, s'il faut pas. Des fois, si on voit des mots bizarres en plein milieu d'une phrase, faut pas non plus être choqué. Mais c'est voilà. Et puis après, le classique, c'est le Courrier, le média autrichien où il y a vraiment beaucoup d'informations. Comment on va dire ces 3 là. K-U-R-I-E-R. C'est deux sites intéressants. Alors pour finir, ton joueur à suivre, bon, chez SCO, t'en as d'autres? Je vais te dire un joueur qui est déjà dans Sorare, c'est Rasmus Højlund, le jeune danois de Sturm qui est encore U23, pareil jusqu'en 2027, un truc comme ça. Et puis un joueur qui va apparaître bientôt dans Sorare, c'est Omic, que je t'ai dit là, le capitaine des U19 de l'Autriche qui vient de revenir de la Juventus et qui signe à Wolfsberger. Ok. Écoute, on est arrivé à la fin, Antoine. Merci beaucoup pour ta participation et ton avis bien aiguisé sur la communication et également sur le championnat autrichien. J'espère Merci à toi, que Mehdi. Ça aura satisfait, mais je pense, beaucoup de managers avant la reprise du championnat c'est fin juillet, c'est dans un mois pile. C'est ça, on a un petit tour de coupe avant et puis après on reprend, je crois que c'est la 3e semaine de juillet. Enfin, le week-end de la 3e semaine de juillet, donc c'est vers le 20. Belge, je pense. Exactement, je crois que c'est ça. Écoute, magnifique. Antoine, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur dans ton club de hockey pro en Suisse. Merci et à toi. Très bientôt. Merci beaucoup Mehdi et bravo pour tout ce que vous faites avec Media Sorare. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de vous écouter. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée. Encore merci à Antoine et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous aide beaucoup. Et pour ceux qui voudraient se lancer sur Sorare, qui désirent revoir leur stratégie ou avoir un avis d'experts sur leur galerie, Media Sorare propose plusieurs services payants sur mesure ainsi qu'un guide téléchargeable gratuitement. Comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Media Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.